Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Brua. Pierre, comment ça va? Bonjour à tous. Bah, écoutez, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec vous et pouvoir parler un peu SEO. Trop bien. Antoine, ça va aussi? Ouais, salut Paul, salut Pierre, salut tout le monde. Merci beaucoup Pierre pour ta venue. C'est un honneur de te recevoir sur MVP. De toute façon, on va te laisser te présenter, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on reçoit un Head of SEO. On a eu le team C'est lead. ça, Euh, du coup, je pense qu'on va vraiment pouvoir aborder des sujets super intéressants aujourd'hui. c'est ça. Pour le contexte, Pierre, on a reçu Max Dutru, qui était un team leader SEO chez Primelis, donc une belle agence. Et du coup, effectivement, là, on monte un peu en grade. Je pense que ça va être tout aussi intéressant. Et donc, pour les auditeurs, le sujet, c'est, entre guillemets, les secrets du Head of SEO de Mano Mano, puisque bah, tu vas te présenter après, mais voilà, tu es Head of SEO, directeur SEO chez Mano Mano, donc une grosse boîte. Je pense que ça va être très, très intéressant. Juste avant d'entamer le vif du sujet, je vais faire un petit rappel sur les performances du podcast, comme à mon habitude. Donc sur YouTube, on est à 742 abonnés là, à l'heure où on enregistre. Donc pareil, on fait que de gagner des abonnés, donc ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui sont présents dans l'espace commentaire surtout. Sachant que je sais pas si tu as vu Antoine, le dernier épisode qu'on a publié, du coup c'est le bilan de notre podcast MVP. Donc on va dire un peu pour le noyau dur des auditeurs, puisqu'il n'y a pas de tips SEO, c'est plus vraiment un retour sur notre podcast. Et on a eu pas mal de commentaires, je pense que tu as vu Antoine, mais j'étais assez surpris, je pensais pas que ça allait susciter autant d'intérêt. Donc ça fait trop plaisir. Et sur Spotify, et c'est là où c'est intéressant, on a 43 avis 5 étoiles, donc on approche dangereusement, j'ai envie de dire, des 50 avis. Donc ça fait super plaisir et je pense on a pris beaucoup là, on a pris vraiment, je pense, 7 avis d'un épisode à l'autre. C'est assez rare, d'habitude c'est plutôt 2 ou 3. Donc qui sait, peut-être que à l'heure où sortira ce podcast, on sera aux 50, ça ferait super plaisir. On va tout de suite passer au vif du sujet du coup. Euh, Pierre, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton parcours et répondre à la question classique, comment est-ce que t'es venu l'idée de faire du SEO? Comment est-ce que t'es tombé dans cette discipline? Ben ouais, allez, c'est parti. Du coup, moi, c'est Pierre Brua. Comme tu l'as dit, je suis en charge du SEO chez ManoMano. Ça fait, si je compte bien, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Donc assez cool, une super expérience. Bon, je raconterai un petit peu tout ça après, mais mon pédigré, donc 4 ans chez ManoMano. Auparavant, j'étais chez Cdiscount. Donc c'est à Bordeaux, hein. ManoMano, on est à Paris, on a des bureaux à Paris, mais aussi à Bordeaux et à Barcelone. Et auparavant, avant ManoMano, j'étais chez Cdiscount sur un poste équivalent, Ok, donc à la tête du SEO, avec des problématiques identiques, on va dire, parce que ce sont toutes deux des marketplaces. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Léo, que vous allez bientôt recevoir, ouais, et qui était dans mon équipe à ce moment-là. Donc voilà, super gars. Et donc auparavant, juste avant ça, bah après sur des sites un peu plus modestes, on va dire en termes de taille, c'est-à-dire 1000 et un pneus on va dire un tout plus petit site encore, Maison Énergie, que je salue les fondateurs parce que c'est eux qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu ça, c'est mon histoire, c'est un peu arrivé au SEO un peu par hasard parce que finalement j'étais en école de commerce de façon assez classique avec de l'alternance. Bon, voilà, j'avais trouvé une boîte comme ça via des potes. Et en fait, il s'avérait que bon, c'était un site e-commerce bah, en fait, tu sais, quand tu arrives en alternance dans des boîtes comme ça, tu touches un peu à tout, on te met mm, sur plusieurs sujets et le SEO, je connaissais absolument pas. Et on m'a mis un peu là-dedans et j'ai pas du tout aimé au début parce que franchement, je comprenais pas trop l'intérêt. Enfin, franchement, j'étais un peu loin de tout ça. Et ouais, parce que tu sais, quand tu sors d'une école de commerce, c'est très marketing, etc. Mais pas trop marketing digital à ce moment-là. Et puis de fil en aiguille, donc j'ai pris un peu ce rôle au sérieux. Et puis j'en avais un peu marre de toucher un peu à tout dans cette boîte. Et finalement, j'ai eu une opportunité donc chez 1001 pneus à Bordeaux. Et c'est là où véritablement, en fait, on m'a donné les clés du camion. On m'a dit, sans jeu de mots du coup, mais on m'a dit, bah, vas-y, tu peux y aller. On a pris une pénalité parce en gros, il y avait une agence qui avait géré le SEO à l'époque et ça avait pris une sacrée pénalité. ok. Et donc, vas-y, t'es peut-être junior, mais voilà, t'as la niaque et on te laisse les clés. Et donc, en fait, il m'a fallu presque un an et demi, quasiment 2 ans, pour tout remettre sur pied et faire exploser un petit peu les scores de la boîte à l'époque. Donc, c'était génial, hein, franchement, je sais plus qui disait ça récemment, mais je crois que c'était toi,
Euh, Quand tu ouvres une page Google, tu tapes ton mot-clé, que t'es premier, enfin, ou que tous tes mots-clés, en tout cas, tu passes premier d'un coup. Ah, il y a une satisfaction de ouf et Ouais, c'est ouais. incroyable. Et donc c'est là où j'ai été mordu. Maintenant, c'est là où j'ai fait ah ouais d'accord. Ok, tu fais beaucoup d'efforts. Et au bout d'un moment, ça paye et quand ça paye, c'est juste génial et c'est Ouais. addictif en fait. Donc moi, Et je suis vraiment un passionné vraiment de SEO. Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà. Donc là, j'ai fait mon expérience, je suis un peu monté d'un cran. Et à ce moment-là, on est allé me chercher parce que c'est Discount à Bordeaux. Donc bon, le réseau est assez petit à Bordeaux. Et donc j'ai intégré l'équipe Cdiscount d'abord dans les équipes SEO de façon un peu classique. Et après, j'ai pris le poste du head of qui partait. Et donc c'est là où j'ai pu vraiment, là, c'est head of SEO de chez Cdiscount, c'est quelque chose parce que c'est bah ouais. une énorme plateforme. Ça brasse de gros volumes en termes de trafic et de chiffre d'affaires. À l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais c'était la moitié du trafic SEO. C'était, enfin, la moitié du trafic, c'était le trafic SEO, Ok. 50%, c'était énorme. Ouais, c'est énorme. Euh, et donc avec toutes les problématiques que vous pouvez imaginer pour un paquebot comme Cdiscount, c'est vraiment une belle expérience pour apprendre. Et voilà, donc après ça, j'ai fait 2 ans et demi à peu près. Et pareil, on est venu me chercher pour Mano Mano juste avant le Covid. Moi, je suis arrivé chez Mano Mano. Un mois et demi après, c'était Covid, lockdown. Donc, c'était un peu spécial pour une entrée en matière. Mais voilà, et depuis j'y suis avec une formidable équipe. Et donc voilà, c'est super cool. Ok. D'ailleurs, si je me permets, tu viens de donner une stat super intéressante que j'avais jamais eue et que je pense que justement, tu as que les SEO qui travaillent chez l'annonceur sur les très gros e-commerce. Tu disais que sur Cdiscount, tu étais à 50% de chiffre d'affaires généré SEO. C'était plutôt le trafic, mais un peu moins de 50%. C'était énorme. Le trafic SEO représentait à peu près la moitié, si vous voulez, du trafic de Cdiscount. À l'époque, quand j'y étais, ça a peut-être un peu changé depuis. Parce que tout est relatif, hein, en code part, ça dépend si tu appuies fort sur la pédale de Google Shopping ou du Ads généralement, mais à l'époque c'était à dépense constante, on était à un peu moins de 50%, 45% du trafic global, ce qui était monstrueux parce que Cdiscount, il faut bien s'imaginer, c'est une vieille machine, très vieille machine, mais qui a inventé, en tout cas mis en place, qui a été vachement ingénieuse dans la stratégie SEO. Hein. Tous les head-off qui se sont succédés ont vraiment apporté une brique incroyable. Ça a fait de ce site vraiment un site incroyable en termes de SEO. Hein. Je crois que c'est des cas d'école souvent quand on pense Discount. Euh, Peut-être un peu moins aujourd'hui, on va dire, mais honnêtement, il y a un asset technique très très fort, très en avance. Et même on voit ressurgir des sujets aujourd'hui qui ont déjà été taclés par ces discounts à l'époque et de façon super ingénieuse, quoi. Donc, Ok. Tu penses à des sujets précis, des sujets tech ou... ouais, ben, des sujets, par exemple, qui est très à la mode, enfin, qui est très à la mode, moi je dis ça parce que je l'ai entendu ressurgir, mais la partie search indexing, par exemple, on le fait aussi Ok. chez Mano Mano, je crois que Rakuten aussi l'avait fait depuis un moment, enfin, mais ces discounts, pour le coup, était l'un des premiers en France à l'avoir fait, et pour le coup, à avoir géré vraiment une logique, parce que attention, ça paraît simple sur le papier, mais je vous en parlerai après sûrement, mais une logique super bien chiadée, quoi. Hmm. Bon, certes, mais moi justement, j'ai hérité de ça, je l'ai peaufiné et ensuite je l'ai réappliqué. Enfin, en tout cas, on est allé encore plus loin chez Mano Mano. Enfin, je pense, je l'estime, mais du coup, ça sera l'occasion d'en parler après, je pense. Ouais, carrément. Parce que du coup, pour les auditeurs qui savent pas ce qu'est le search indexing, bon là, on a détaillé un peu un concept, on va dire assez poussé quand même pour du SEO. C'est un concept qui est vraiment lié au e-commerce où en fait, vous allez vouloir indexer vos pages de recherche. Donc typiquement, si vous avez un moteur de recherche interne sur Cdiscount, pardon, où les gens tapent, j'en sais rien, moniteur, écran 24 pouces pour Mac, ce genre de truc, bah, vous vous dites, ok, c'est marrant, ça génère une URL de recherche qui normalement de base et non indexable, canonisé ou autre. Et là, on se dit, OK, on va ouvrir ça à l'indexation parce qu'on pense que ça peut nous générer une sorte de nouvelle page catégorie un petit peu dynamique qui peut nous apporter au final, qui peut nous faire enquêter sur des requêtes. Donc ça, c'est un peu pour les personnes qui connaîtraient pas, mais effectivement, j'en avais entendu parler notamment au SEO Camp 2022 avec Rémi Nestasio Mm. et qui avait dit qu'il avait fait ça pour Confo, etc. Et c'est vrai que Ouais. c'est le genre de... Bah, c'est bien qu'on te reçoive parce qu'on va pouvoir parler de ce genre de choses, je pense, un peu
un peu poussé, que les gens ne connaissent pas, que peut-être les éditeurs qui ont des petits sites comme moi, je peux avoir, ils sont pas confrontés forcément à ce genre de problématique, donc Non, c'est clair. super Ouais. intéressant. D'ailleurs, c'est marrant que tu Euh, cites Rémi Nestasio parce que j'avais fait un tweet pour demander une conférence justement poussée sur l'e-commerce. Finalement, c'est Pierre que j'ai contacté parce que bah, je crois qu'il n'était pas dispo, Rémi. Mais on m'avait cité justement Pierre et Rémi. Je pense que vous êtes un peu les goats du SEO e-commerce grand compte. On pense à vous, quoi. Bah, en Pour vrai, ce Je genre oui. de cheat les conférence. goths. Non, je dirais pas ça. Moi, enfin, honnêtement, moi, j'aime pas trop être dans la lumière à la base, mais bah, après, si on peut, ce que je trouve intéressant dans ce genre d'exercice, pour le coup, c'est vrai que les head-off, comme je disais tout à l'heure en intro, c'est que les head-off ont peu l'occasion de pouvoir s'exprimer, alors qu'il y a plein de feedback à faire, de retours d'expérience de notre côté qui peuvent servir parfois même aux plus petits éditeurs de sites, très clairement. Donc, Ouais. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est aussi, oui, c'est une question aussi d'enjeu et d'intérêt. C'est vrai que les personnes qu'on entend le plus, ça va être des personnes peut-être indépendantes ou qui sont à la tête d'une agence, comme Antoine et moi, parce qu'évidemment, il y a un enjeu de visibilité. bien Alors que sûr. les head of SEO, c'est vrai que chez l'annonceur, bah, t'as pas trop d'intérêt à faire ça, donc c'est Ouais. de la pure passion, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est pas ta top prio, quoi. Surtout que j'imagine, Pierre, tu dois avoir un emploi du temps qui doit être déjà bien chargé, typiquement. Donc, donc Ouais, en c'est tout un cas, ben, bref. exercice, ouais, d'ailleurs, c'est un retour d'expérience, mais c'est un vrai exercice justement sur l'agenda, de bien maîtriser son agenda. Je fais que le dire à mon Ouais, équipe. Sinon, en fait, t'es vite sous l'eau. Et donc voilà, non, non, mais c'est clair. En tout cas, ok, ravi de pouvoir continuer à parler de SEO et vous. trop bien. Bon, on est super content aussi. J'avais la prochaine question, c'était un peu qu'est-ce que tu aimes dans le SEO? Tu as rapidement abordé le fait que, effectivement, tu as des actions, enfin, quand tu t'es rendu compte que tes actions long terme amenaient des résultats qui, eux aussi, d'ailleurs, sont plutôt long terme, ça t'avait beaucoup plu, que c'était même addictif. Est-ce que toi, tu as d'autres penchants un peu pour le SEO, d'autres caractéristiques que tu adores dans le SEO? Ouais, bah en fait, moi j'ai toujours considéré le SEO comme un jeu. En fait, j'avais pris souvent l'analogie avec une course, tu vois. Il y en a qui vont faire les choses très rapidement, ça va marcher, d'autres qui vont prendre du temps, mais ils vont Ouais. être très rigoureux et à la fin ça va payer. En fait, c'est ce que j'aime, tu vois, dans le SEO, c'est qu'il y a un peu cet esprit growth. Bon, on peut mettre tout et n'importe quoi dans l'esprit growth, mais l'ingéniosité, la curiosité, tu vois, le côté, euh, je vais analyser les choses analytiques, tout ça, en fait, le SEO regroupe tellement de caractéristiques que c'est en fait un univers ultra complet si on s'y intéresse vraiment jusqu'au bout. Parce qu'en fait, typiquement chez Mano, tu touches absolument à tout. C'est-à-dire que c'est 360, tu parles avec les UX, donc tu t'imprègnes aussi de leur méthodologie, avec le produit, la tech. La tech, qui t'apprend aussi énormément de choses sur la façon dont fonctionne un énorme paquebot comme Mano. Mais voilà, donc en fait, c'est pluridisciplinaire au sein même du SEO. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a même des spécialisations dans le SEO aujourd'hui. T'en as qui sont hyper experts sur la partie netlinking, d'autres qui sont experts sur la partie expérience client, on va dire, etc., Mm. CRO, d'autres qui vont être plutôt sur la partie content, tout simplement. Donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant au final. Le SEO a beaucoup muté. Il en reste pas moins intéressant, bien au contraire, parce qu'en fait, il faut tout le temps rivaliser d'ingéniosité, parce qu'en plus, les règles du jeu changent. On le voit avec Google, ça, parfois, c'est pas difficile à décrypter. Euh, mais justement, c'est un challenge, tu vois. C'est ce truc un peu intéressant, de se dire, bah, ok, j'arrive pas là, et je vais trouver la clé qui va me permettre de rentrer dans le top 10 ou dans le top 3 in fine, par exemple. Et ça, en fait, c'est en testant, en fait. Et si tu veux, on pourrait dire, souvent on fait un peu la comparaison avec le paid. C'est pas moins intéressant. Moi, j'aime bien aussi le paid, mais t'as pas ce côté euh, pas aléatoire, mais un peu magie noire où tu testes tes Ouais. trucs dans ton côté et puis ça marche. T'es hyper fier, t'es hyper content parce qu'en fait, c'est ta recette qui a fait que ça a marché. C'est pas une recette un peu générique. Mm. Et donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ouais, c'est clair. Et c'est ça aussi, je trouve. Il y a un côté, enfin c'est à double tranchant parce que c'est ça des fois qui peut donner, je pense, un ego un peu démesuré à certains SEO, dans le sens où il n'y a pas de règle fixe, ils appliquent leur recette, ils voient que ça marche, et donc c'est très facile, je trouve, de se dire, ok, j'ai tout compris, c'est moi qui ai les meilleures méthodes, etc.
Et comme on ne croise pas à 100%, je trouve, les pratiques entre consultants SEO, parce que c'est un peu, voilà, chacun sa secret sauce. Et je pense que j'en avais parlé en fait dans un post LinkedIn. Je trouve que des fois, c'est peut-être cette caractéristique du SEO qui est à la fois passionnante et à la fois, je trouve qu'il peut amener, peut-être pour des gens qui ont un fort ego de base ou quoi, à penser que ça y est, tout de suite, on est les rois du pétrole, on a trouvé la recette Ouais, non, mais t'as magique. raison. Ça s'est matérialisé via une étude. C'est assez vieux. Ça s'appelle Dunning-Kruger. En fait, c'est une courbe Ouais. en fait d'apprentissage où au début, tu apprends énormément de choses. Tu as l'impression de découvrir et d'être un génie parce que c'est tout nouveau. Et donc, tu as ton ego qui est au max. Et au fil du temps, en fait, tu rationalises un peu tes connaissances et tu deviens un peu ouais, mais c'est pas si simple en fait. Tu vois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Et c'est pas là. Mais bon, après. Je peux comprendre, hein, tout le monde passe un tout petit peu par là à un moment donné, mais au bout d'un moment, quand tu acquiers pas mal d'expérience, en fait, ta réponse, c'est la réponse toujours basique des SEO, c'est un peu ça dépend, mais c'est la réalité parce qu'en fait, ça dépend d'énormément de. Il faut creuser, tu vois. Si la Ouais. réponse, est-ce que j'ai besoin de contenu sur cette page? Bah en fait, ça dépend. Il faut analyser. Enfin, tu peux pas donner une réponse oui ou non comme ça. Et ceux Hmm. qui te disent faites absolument ça, ça marche. Peut-être, mais il y a des chances que ça ne marche pas chez toi parce que c'est un univers différent. Google considère peut-être des critères un peu différemment dans ton univers et donc ça marchera pas. Donc Ouais, c'est c'est ça qui est clair. intéressant. Ok, super. Bon, en tout cas, très clair. Donc là, tu nous as un peu parlé de pourquoi tu aimais le SEO dans sa globalité. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes attraits pour le travail, enfin travailler le SEO chez l'annonceur? Est-ce que tu as Ouais. vraiment des caractéristiques précises qui te font aimer ça? Oui, bah en fait j'ai toujours travaillé chez l'annonceur, donc c'est difficile de, par exemple, de dire en comparaison d'eux. Euh, mais ce que j'aime chez l'annonceur, c'est que tu as le temps. Entre guillemets, tu as beaucoup plus de temps et tu as un produit à travailler. Et tu n'en as pas plusieurs, contrairement dans une agence où tu vas peut-être traiter plusieurs dossiers en même temps. Et au bout d'un moment, tu as un temps limité, donc tu peux pas aller trop loin non plus. Moi, du coup, c'est ce que j'aime beaucoup, tu vois, chez l'annonceur, c'est que tu arrives et tu as le temps de mettre en place des choses, de tester, d'apprendre, de réessayer, etc. Tu as des équipes autour sur lesquelles tu peux t'appuyer. Il y a des challenges aussi, tu vois, sur le fait de s'imprégner au sein des équipes autour de toi, d'évangéliser, hein, je dis souvent le SEO autour de toi, dans la durée. Et ça prend pas, tu vois, 15 jours, un mois. Ça prend du temps. Tout ça, parce qu'en plus, tu as Hmm. du turnover dans les boîtes comme Mano Mano. Donc, en fait, c'est un travail en permanence. Et donc, pour moi, c'est un peu cet aspect de... tu vois, c'est un peu je dirais, je tournerais la question pourquoi du coup l'agence m'intéresserait peut-être pas. C'est justement parce que j'ai besoin d'aller en profondeur et on peut le faire en agence. Hein. Attention, je pose pas forcément les deux, mais dans un temps long comme ça sur Mano Mano, tu as vraiment le temps d'avoir une vision. Et quand tu as une vision sur un produit, ton produit, le site en lui-même, euh, ben, ça prend du temps hein, de mettre en place les choses. Donc en fait, pour Hmm. arriver d'un point A à un point B, d'un point de vue SEO sur un tel site, tu as besoin de ce temps-là et en agence, pour le coup, j'aurais pas pu avoir ce temps-là pour travailler sur Manmano et aller aussi loin dans le détail de ce qu'on voulait faire. Tu vois, Ok, ça aurait été quasiment impossible. Ouais. Pour ok. rebondir là-dessus, moi qui bosse en agence et Paul qui bosse en free, je pense qu'on peut potentiellement pouvoir accompagner des choses comme ça, mais sur le long terme, à condition que, et c'est très rare que bah, l'entreprise qui nous contacte accepte de mettre du temps de R&D, etc. Et cetera. Et c'est très rarement le cas en fait. Quand tu contactes une agence ou un freelance, Hmm. tu veux une roadmap ultra détaillée. Limite tes devis, t'as déjà toute ta to-do, alors que comment tu veux monter une to-do détaillé sur un site comme Mano Mano avant enfin, Ah ben oui, c'est de les impossible. mains dedans, tu vois. C'est impossible. Hmm. Il faut, enfin nous, même nous, on continue de découvrir des choses sur Mano Mano, mais parce qu'en fait, voilà, c'est un site qui est dense, tu peux pas te l'approprier comme ça en un mois ou deux, et donc tu as besoin de. Mais après, c'est ce qui est intéressant, tu vois. Il y en a qui préfèrent multiplier peut-être, tu vois, alors, je comprends le côté agence de multiplier les clients et de voir plusieurs univers problématiques, etc. C'est un truc qui m'intéresse aussi, mais honnêtement, en agence, bon, j'ai connu que ça finalement, à part un peu une partie freelance, on pourra en parler. Mais honnêtement, je trouve que c'est génial de pouvoir se projeter, tu vois. Tu as une vision, tu te projettes et tu sais que bah c'est un temps long et tout le monde l'accepte parce que tu l'expliques aussi au sein même de la boîte.
Ouais. Hmm. Et petite question à ce sujet-là, est-ce que déjà tu pourras représenter un petit peu ton équipe SEO? Et est-ce que, Ouais. parce que j'imagine, tu travailles en collaboration avec le pôle, je sais pas moi, ceux qui font les photos, ceux qui font les vidéos, ceux qui font les Mm. réseaux sociaux, etc. Ouais, dans l'équipe, on est aujourd'hui, on est 5 avec une alternance. Euh, et l'équipe, elle est splittée un petit peu en deux. Tu as une partie très SEO, comme j'ai envie de dire, comme un consultant. On a une personne qui est en gros chargée de faire des actions chirurgicales. Donc, ça va être quoi? Optimiser les buy title, optimiser le contenu on page, identifier là où il y a, par exemple, un produit qui a rien à voir dans un listing, il faut le corriger, donc il y a des équipes autour qui vont le faire, créer des guides d'achat, etc., etc. Ça, j'appelle ça de l'action chirurgicale. À côté de ça, j'ai au moins deux autres personnes, on va dire, qui sont sur le scale. Le scale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on peut pas se permettre de créer des pages à la main, une à une. On a 15 millions de produits. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de listings qu'il faudrait pour traiter tous ces produits-là. En tout cas, pour adresser les unités de besoin face à ce catalogue-là. En fait, donc le scale, ça veut dire quoi? Ça passe par ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, le search indexing, ou l'équivalent, c'est un autre nom chez nous en tout cas, euh, et donc l'automatisation, tout simplement. Donc en fait, on est obligé de passer par là pour, tu vois, c'est accélérer la croissance de Mano Mano. Et en fait, c'est pas juste accélérer la croissance de Mano Mano, c'est accélérer en même temps que la croissance du catalogue de Mano Mano. Parce que si le catalogue grossit, il faut que nous on propose des landing pages au fur et à mesure adaptées, etc. Et donc, si tu les fais à la main, je crois qu'on y sera encore là à les faire et encore on n'aurait pas fini. Donc, Ok. donc l'équipe est un peu splittée dans ce côté. En gros, short tail, on y met du chirurgical. Middle et long tail, on va dire, ça va être un peu plus de l'automatisation, donc des textes un peu automatisés, ça va être du maillage aussi automatisé, etc. Euh, Tout simplement parce que sur la middle, on va dire plus long tail, on va dire ça comme ça. Euh, on peut imaginer que Google, en tout cas c'est ce qu'on a conclu, et je pense que ça fait sens de le dire, est moins exigeant sur la long tail, sur les queries long tail. Donc en fait, tu peux te Hmm. permettre quelque part d'être moins rigoureux sur ce que tu proposes comme contenu, etc. Puisque ça marchera, l'autorité du site fera l'affaire. Alors que la short Ouais. tail, t'es face à des gros aussi, tout le monde veut y être, et là en fait c'est à celui qui sera le plus sexy pour Google. Donc, il faut y mettre du temps, de l'énergie, etc. C'est différent. C'est vraiment quasiment, chez nous, c'est deux métiers différents, honnêtement. Ouais, genre Hmm. rédaction humaine, etc. Et est-ce que sur la long train, tu vas plutôt privilégier de l'UX? Ou alors est-ce que vraiment tu vas utiliser des IA, par exemple génératives de texte, quitte à faire un peu des trucs un peu border? Ouais, bah la long tail, en fait, non, pour faire simple, la long tail, c'est simple. Tu identifies, le but pour nous, c'est d'identifier, de créer des listings qui, en fait, matchent avec notre catalogue et qui matchent avec la demande. Autrement dit, tu as un catalogue, il faut que nous, on puisse identifier une catégorie qui permet d'illustrer ce catalogue-là. Par exemple, je dis n'importe quoi, moi, c'est voile d'ombrage 3 par 2, par exemple. Il faut qu'on sache que les gens cherchent ça, oui, certes, mais est-ce que dans le catalogue, on a bien ces produits-là? C'est pas évident. Ça paraît évident comme ça, mais quand on crée 1 million de pages comme ça, il faut vraiment être sûr que tu es bien l'offre derrière. Et derrière, juste ça, créer la page avec les bons produits, ça suffit pour ranker. En long tail pour nous, en tout cas, pendant un certain temps, ça marchait. Je vais en parler Ok. après, mais ça, les règles du jeu ont changé, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et Donc en t'estimes- fait, la long tail, on la traite en mode scale. OK, on a une query qui pop dans notre moteur ou on a identifié par ailleurs, on a de l'offre, on crée la page, il y a le maillage qui est automatisé après par ailleurs. Le contenu, limite, on en met très peu sur ces pages-là parce que on fait un peu de générative IA avec du contenu, mais ça n'a jamais rien montré chez nous. Donc on a un peu laissé Hmm. de côté. Par contre, sur la short tail, c'est une toute autre approche. On en fait moins en volume, évidemment. Et par contre, on est sur du chirurgical, contenu fait par des humains, par des rédacteurs web euh, qui sont experts de leur sujet. D'accord? C'est pas du tout à Madagascar ou autre, hein. C'est vraiment des experts en France qui, par exemple, des anciens plombiers ou des anciens artisans, tout simplement, parce qu'ils ont cette fibre et limite, tu vois, ça peut choquer certains, mais on leur donne quasiment pas de brief SEO. Pourquoi? Parce que si tu donnes un brief SEO issu de n'importe quel tool, tu vas prendre, je ne les citerai pas forcément là, bah en fait, à la fin, tout le monde a à peu près le même brief et finalement, Hmm. l'orientation de la rédaction va être la même partout. Et C'est c'est vrai. pas intéressant à la fin.
C'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que tous les outils, ou même si toi tu fais tes briefs à la mano, c'est du rétro-engineering, c'est analyse de SERP, donc tu fais ça et on finit par tous faire la même chose. Et en fait, Ouais, après, attention, je sépare les choses, t'as les outils qui te prémâchent, il faut mettre ces mots-clés-là ici. Et tant mieux si certains, ça marche chez eux, mais moi, je trouve que dans ma logique, il faut plus privilégier cette analyse de la SERP. À la limite, toi, tu peux décortiquer la SERP et comprendre des choses que l'outil qui va te prémâcher un brief ne verra pas. Et justement, je privilégie presque, c'est plus ça, moi, regarde la SERP. Tiens, Google met les PA ici, ça veut dire que l'intention de recherche n'est pas uniquement orientée achat. Tu as à la fois un bloc shopping, donc il y a de l'achat, mais en même temps, il pousse un peu de conseils, donc il n'est pas sûr, Google, de l'intention. En fait, tous ces petits Hmm. trucs-là, c'est très facile de les repérer. Après, moi, ce que je veux pas, surtout, c'est forcer du keyword dans la page. Je pars du principe que quand tu t'adresses quand un expert rédige pour toi, il a le vocabulaire. Ouais. D'accord? Après, évidemment, si tu passes par une plateforme où la qualité de rédaction est un peu moindre, effectivement, il faut pas se leurrer, il faut quand même un peu orienter le rédacteur parce que les mots-clés, il va peut-être pas les inventer, tu vois. Donc, j'ai une tout dernière question. dépend de ce que tu veux. Mm. Et après, je te relaisse la main, Paul, désolé. Vas-y, vas-y. Il y a vraiment Non, non, des vas-y. sujets moi, qui m'intéressent à fond. Sur ta long train, est-ce que tu es plutôt sur de la catégorie ou du produit? Long tail, c'est du produit pour moi, et tu peux avoir du surgexing. Parce que le surgexing, tu peux avoir un title ou un H1. Enfin, on parle souvent de H1 pour repérer une surgexing, enfin, en tout cas, sa valeur, ce qu'elle représente. Tu peux avoir jusqu'à 5, 6, voire 10 enfin 10 mots, quoi. Donc ça peut être, alors après, c'est pas forcément bien de le faire parce que tu te rapproches beaucoup trop de la fiche produit, donc c'est un sujet de cannibalisation entre les pages. C'est un peu embêtant et donc il faut savoir mettre le curseur au bon endroit. Mais pour moi, ouais, c'est essentiellement fiche produit. Même si Google a pas l'air de trop les aimer ces derniers temps, les fiches produits, à part dans les free listings, il a beaucoup plus eu l'intention de mettre en valeur ces dernières années les listings. C'est pour ça que nous, chez Madman, on Hmm. a créé des listings très long tail, parce qu'on sentait qu'ils préféraient largement des listings que des fiches produits. Et il y avait une raison simple à cela, en tout cas c'est mon analyse, c'est que quel intérêt il a Google à pousser des fiches produits sous un bloc shopping? En fait, c'est un peu redondant. En fait, ce qu'il a besoin, c'est un peu de diversité. Je te pousse des produits dans le shopping, enfin dans le blog shopping, dans la SERP, et dessous, je te propose un peu autre chose, des listings qui te proposent un éventail de choix un peu plus large. Par Hmm. listing, t'entends des pages catégories ou vraiment des listings? Oui, Ouais, ouais, ok. des pages catégories, ouais. Ouais, quand Ok. je dis listing produit, c'est des pages catégories qui listent des produits, ouais. Et tu vas jusqu'où à peu près sur les listings? À partir de combien de produits par exemple, j'imagine quand tu as un produit, tu vas pas faire une catégorie avec un produit. C'est à partir de combien à peu près, selon toi, que tu commences à avoir des listings qui soient Nous, c'est suffisamment à peu près à partir de trois produits. de En dessous de trois produits, on ne crée pas la catégorie. Après, il se peut que si vous naviguez sur Manamano, vous allez tomber sur des catégories avec un produit, ça peut arriver. C'est tout simplement parce qu'elle a été ce qu'on appelle dépeuplée. En gros, tu avais Hmm. 60 produits, puis on a bloqué un seller chez nous pour différentes raisons, et bien, la catégorie s'est dépeuplée à son insu. Mais ça va revenir, tu vois. Donc sinon la page, on ne la crée pas. On attend de voir. Justement, c'est le principe de tu crées une page que si tu es sûr d'avoir de l'offre. Ouais. Ah ouais, super intéressant. Euh, D'un point de vue plus général, sinon, est-ce que pour toi, tu identifies des pratiques un peu, je sais pas, quelques pratiques qu'on pourrait qualifier de 20-80 en SEO, les pratiques vraiment essentielles, ce qui te vient tout de suite en tête, qui génèrent des résultats sur une page quelconque et un mot-clé Ouais. classique? C'est une bonne question. C'est pas Ce qu'il y évident à a- répondre, hein. Non, mais en fait, ouais, enfin, le fameux ça dépend. Non, ça Ouais, bah dépend ouais. effectivement du contexte. On va dire, partons si tu as une page qui est déjà un peu dispo. Pour moi, aujourd'hui, par l'expérience que j'ai, le netlinking, donc l'achat de liens, euh, c'est le meilleur rapport entre le temps que tu vas passer à acheter ton lien et l'effet que ça peut apporter. Alors, ça apporte pas Mm. toujours un effet à 100%, on le sait très bien. Mais j'ai eu des expériences là récentes avec Mano Mano où on a mis en place des campagnes où ça nous a pris un certain temps, mais tu vois, ça va dans un monde où quand tu veux créer du contenu, des guides d'achat, ça peut prendre plusieurs semaines avant de le publier, avant de, tu vois, le relire, etc. Ça prend un temps fou. Pour le coup, acheter du lien quand c'est bien fait, tu peux avoir un effet immédiat. Quand je dis immédiat, c'est vraiment dans la semaine qui arrive, quoi. Euh, Mm. et ça, on l'a vu.
On l'a vu très clairement. Mais après, encore une fois, donc pour moi, c'est un peu ça. Pour répondre à tes questions, c'est s'il y a bien une action qui, en termes de ratio temps, efficacité, marche bien, c'est ça. Euh, En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer. Tu vois, après, on aurait pu dire le contenu, les balises, enfin, l'optimisation des balisages, mais ça, on l'a fait, on le teste en permanence, et c'est pas si flagrant que ça. Alors que, par exemple, l'achat de liens avait été vraiment, ça a été fulgurant, quoi. Bah, surtout que vous êtes sur des requêtes vraiment e-commerce, et c'est clair que le contenu texte, en tout cas sur de la requête e-com, je veux dire, le gros de l'intention de recherche en général lié au mot-clé e-com, c'est vraiment le fait de pouvoir commander, le fait d'avoir un listing produit, le fait de pouvoir filtrer, pourquoi pas, sur les pages C'est ça. catégories, etc. Ouais. Et beaucoup moins le qu'est-ce que le nom du produit, d'où vient, quelle est l'origine de nom du produit, c'est un peu Ouais. secondaire, quoi. Ouais, Donc, je parle vraiment pour ma effectivement, paroisse, c'est-à-dire dans un univers e-commerce, où ah effectivement ouais, le mais c'est contenu de tes intéressant. pages, c'est juste des produits. Bah après, tu peux dire, tu peux mettre un gros guide d'achat, ce que font certains en bas de page, hein, et Ouais. certains testent ça, ça marche parfois. Mais nous, on a testé ce genre de choses. Ben, écoute, par rapport à de l'achat de liens sur vraiment de Mm. la short tail, il n'y avait pas photo. Bah, bah, c'est aussi le sentiment que j'ai en freelance. Je bosse pour quelques e-commerce quand même. Et tu vois, j'ai toujours l'exemple en tête de Fleur de CBD où c'est un peu une des requêtes e-com un peu connues en CBD, enfin en SEO, pardon, qui est quand même un peu concurrentielle. Et tu vois, je crois que c'est une des requêtes, je pense, où il y a le plus de texte SEO en dessous de la page catégorie chez tous les acteurs qui rankent. Et ça, pour moi, je vois ça comme du perfectionnisme et pas trop du 20-80. C'est-à-dire que tu vas regarder ta SERP, tu vas voir que les concurrents qui rankent le font tous parce qu'il y a des enjeux business et qu'ils ont intérêt à mener toutes les actions possibles, même si elles sont pas 20-80, loi de Pareto, temps passé, ROI, etc. Même si selon ce rapport-là, c'est pas intéressant. Mais pour autant, tu vas regarder la SERP puis tu vas te dire, bah ouais, attends, c'est une de mes top requêtes, il y a énormément de bis derrière. En plus, je vais dépenser X euros de liens tous les mois vers cette page catégorie précise, etc. pour pousser ce mot-clé. Je vais bien passer 2-3 heures à faire un contenu au top parce que on sait jamais, quoi. Mais dans la réalité des faits, je suis pas sûr effectivement que ce soit le truc qui fasse que la page va pop. Enfin bref. Ouais, bah en fait, ça dépend où tu en es dans ton stade d'optimisation. En fait, Ouais. quand je dis netlinking, c'est-à-dire que tu as déjà fait une bonne partie du taf. Enfin, pas tout, mais en tout cas une bonne partie du taf. C'est-à-dire que tu as au moins une page, un minima à optimiser. Effectivement, si ta page, enfin, pour Google, c'est une page no-name, il la connaît absolument pas, Oui. t'as pas mis de contenu et que t'as rien fait, et que tu vas acheter du lien, c'est un peu bête parce qu'en fait, tu vas pas lui Ouais. montrer ta page sous ses meilleurs aspects en fait, parce qu'elle aura rien de sexy. En fait, mais en tout cas, voilà, globalement, effectivement, de notre perspective, chez nous, c'est ce qui m'a, en gros, c'est ce qui m'a marqué le plus, ce côté, putain, en fait, t'achètes certains liens, ok, et ça marche hyper fort, quoi. Alors, ça m'a pas toujours marché sur tous les pools de tests qu'on a fait, mais quand Mm. ça marchait fort. Ouais. Le seul bémol, je pense que c'est un peu le point faible du netlinking en ce moment, c'est que c'est temporaire. C'est un peu, tu t'achètes un effet boost à l'instant T, en tout cas Ouais. de ce qu'on a vu nous, et après ça redescend. Et on pourra expliquer après, mais je pense que c'est parce que si tu fais monter ta page, Google va recevoir enfin, en gros, il va la tester. Et s'il voit qu'au bout de 2 semaines, tu réponds pas à certains critères de qualité que lui il va juger, par exemple, d'intéressant, donc ça va être l'engagement sur ta page, par exemple, on a prouvé ça que Ouais. l'engagement sur ta page a un impact sur ton SEO. Hmm. Ça me fait beaucoup penser, je fais un parallèle avec la manipulation de CTR aussi. Ouais, C'est un truc un peu plus, voilà, border, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand j'avais testé, je commençais à parler des résultats que j'avais sur paulmonjon.fr en SEO sur LinkedIn. Et donc je disais, tu vois, bah voilà, chercher ma page, en gros, je suis en première page sur consultant SEO Paris, ce genre de truc. Et évidemment, des requêtes à quand même faible volumétrie, il n'y a pas une concurrence de dingue. Et donc, je voyais 3 jours après dans ma GSC qu'effectivement, le jour où j'avais fait le post, il y avait eu plein de clics sur cette page-là. Et je voyais bien que ça avait remonté, mais vraiment d'un coup, parce qu'évidemment, petite requête, etc. Et pour autant, allez, 2 semaines après, je retombais. Et évidemment, je pense que c'est parce que, au final, une fois que j'étais peut-être premier ou deuxième, peut-être que mon CTR, SEO et d'autres signaux utilisateurs étaient pas au niveau en fait de cette place-là, quoi, entre guillemets. ouais, après la manipulation de CTR, c'est un super sujet, mais en gros, tu peux pas le faire si derrière, c'est pas, comment dire, si ton site n'apporte pas la valeur qu'il devrait apporter pour être dans le top 3. Ça peut être, Ouais. alors je dis, tu vois, ça peut être ça, mais ça peut être aussi,
parce que Google a vu à un moment donné un pic de clics sur ton site, il a décidé de le mettre en avant parce que son algo est fait comme ça, et qu'en fait il a vu peut-être après que c'est retombé, Mm. et donc mécaniquement en fait, bah, je pense qu'ils sont habitués hein, chez Google à ce genre de manipulation, et pour que ça marche réellement, en tout cas c'est mon avis, parce que je l'ai testé moi pour du perso, il faut vraiment une mécanique vraiment hyper bien huilée pour vraiment se faire passer pour un utilisateur et pas un bot où c'est très Ouais. difficile, très très difficile. Et je pense que l'intention est hyper est intelligente, smart, mais le temps à préparer un truc comme ça, tu vois, je veux dire, à le développer, il faut s'accrocher parce qu'en plus Google s'adapte à chaque fois. Est-ce que c'est pas peine perdue à la fin? Je sais pas, honnêtement. Puis je pense aussi que c'est facile pour des requêtes à faible volumétrie parce que si sur un mot-clé à 50 volumes de recherche mensuel, tu balances en 2 jours Ouais, 30 clics, déjà tu es une anomalie statistique et potentiellement surmonte. c'est ça. Versus ranker sur table basse ou je sais pas, un mot-clé très générique, là tes 30 clics ils vont rien faire quoi. Donc Non, après nous on a pensé à des trucs, mais on le fait pas parce que c'est très border, mais enfin c'est très border. On le fait pas en tout cas. C'est, je pense que la manipulation de CTR peut avoir, faite intelligemment quand tu es au bord du top 3, par exemple, t'es à 5 6e, ça a du sens, et tu peux le travailler comme ça, c'est bien, mais il faut que ça soit vraiment très smooth, etc. À côté de ça, nous, ce qu'on est en train de réfléchir aussi, c'est le poids de la marque sur une requête comme table basse, tu disais. Euh, Exemple, je crois qu'on l'a vu avec, d'ailleurs, ça, c'est, aux US, Reddit, vous l'avez vu, hein, cartonne aux US en SEO. Et Google ouais. avait répondu, enfin, je sais plus qui chez Google avait dit ça, mais en disant, bah, en fait, c'est normal qu'il cartonne. Il y a une simple et bonne raison, c'est que les gens veulent du Reddit. En fait, ils tapent des Mm. requêtes avec à côté Reddit. Parce qu'en fait, Google, les résultats Google ne suffisent plus. Ils veulent du Reddit immédiatement parce qu'ils ont les réponses immédiatement dans Reddit. Et du coup, moi, par extrapolation, ça fait un moment qu'on observe que bah, du Amazon est ultra trusté. Bon, Amazon, c'est un peu ultra trusté sur certaines requêtes et c'est indéboulonnable. Leroy Merlin, c'est pareil, c'est un autre concurrent. Euh, Gros trust parce que retail, parce que la marque est ultra présente dans l'état d'esprit des gens. Mm. Bah, par exemple, table basse, si les gens vont taper beaucoup Maison du Monde avec cette requête-là, je pense que c'est un signal qui est utile pour Google pour ensuite propulser Maison du Monde un peu plus haut et devant peut-être d'autres acteurs qui sont un peu moins trending à ce moment-là. Mm. Donc une de vos pistes, ce serait peut-être du coup de faire un peu comme il y en a qui font ça pour la manipulation de suggest, mais de dire on C'est part d'un ça. mot-clé, on génère des requêtes sur mot-clé plus marque quoi. C'est ça. Alors c'est très, c'est pas très, on va pas le faire parce que c'est pas un truc très, on va dire, c'est pas dans notre ADN. On joue pas trop sur les sujets black hat côté mano mano. Ouais, je comprends. Mais par exemple, on va faire une étude prochainement pour essayer de montrer cette corrélation-là Mm. et aller voir les équipes brand pour leur dire il y a une vraie corrélation. Comment on peut travailler ensemble pour que la marque soit un peu plus recherchée, que ça Mm. on soit top of mind quoi des gens. Hein. C'est quand tu veux chercher une perceuse, c'est classique, mais une tronçonneuse ou quoi que ce soit, bah, tu tapes mano mano à côté. Et ça va être Ouais, clé c'est pour nous. clair. Et Bah ça, ça, effectivement. Ah oui, parce qu'en fait, tu voudrais le prouver, entre guillemets, pour une histoire peut-être de politique interne et de convaincre Ah oui, oui, d'autres bah, pôles de mettre l'accent là-dessus. ce n'est que ça. Hein. À la fin, Mm. c'est des budgets. Parce que, attention, Ouais. passer en télé, en radio ou faire des campagnes médias, ça coûte cher. Nous, Mm. on a réduit depuis au moins 2 ans les budgets de communication. Est-ce que c'est ça qui a fait, parce qu'on a beaucoup baissé en visibilité ces derniers temps, est-ce que c'est ça, par exemple, qui a fait qu'on a perdu aussi en puissance? Peut-être. C'est toujours très difficile à déterminer. Mais c'est une des pistes sérieuses. C'est-à-dire que ta marque, elle est moins recherchée. Il suffit de regarder un peu dans Google Trends. On sent qu'elle est un peu moins recherchée. euh, Versus d'autres qui soit sont stables, soit en progression. et c'est Mm. intéressant parce que je pense que vous faites partie des rares marques qui peuvent se permettre de faire de la notoriété white hat. Parce que vous avez justement les budgets pour faire de la com sur tous les canaux de manière ultra propre. Et est-ce que justement, aujourd'hui, parce que forcément, j'imagine, c'est super siloisé, il y a la com, il y a le SEO, il y a l'IT, etc. Est-ce que vous faites des points, par exemple, où là tu dis, bon bah voilà, j'ai un silo sémantique où on est en top 5, on n'est pas en top 3, il y a une énorme opportunité. Est-ce que tu as le poids en tant que SEO annonceur grand compte pour leur dire, bon bah là, faut lancer de la com sur les tronçonneuses parce qu'on est à deux doigts d'arriver Oui, sur.
Tout est possible. Déjà, nous, ton cas, il est intéressant. Dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait actuellement. Tu vois, nous, on anticipe la saisonnalité. Bon, ça paraît logique, mais il faut s'organiser pour ça. Donc, par exemple, là, on va travailler les barbecues, les salons de jardin, parce qu'on arrive sur les beaux jours. On sait que c'est les top catégories qui vont faire une grosse partie du business. Comment on s'y prend? Bah, déjà, nous, on fait en tant qu'SEO, on regarde toutes ces pages-là et on optimise tout ce qu'on peut. Par exemple, mais il y a des choses qu'on a, par exemple, le title, contenu, etc. Mais il y a des choses pour lesquelles on n'a pas la main. Si tu as un produit, par exemple, tu as un moteur de bateau qui remonte dans les perceuses, c'est pas logique, ça va dégrader ta page. Et donc là, en fait, c'est plutôt les catégories managers on va taper à leur porte, tu vois. Et tout ça, c'est des process qui se mettent en place. Hein. C'est pas des analyses ad hoc comme ça. C'est vraiment un process. On partage un fichier ensemble, on les ping quand il y a un sujet comme ça, etc. Ils corrigent, etc. Et pour ton cas précisément, la com, oui. Alors la com, on discute avec eux justement, c'est exactement ça vers quoi on va dans la stratégie de netlinking. C'est pas uniquement acheter du lien de façon bête et méchante. C'est euh, comment, à travers un produit, je dis les barbecues chez Mano Mano, quelle histoire on raconte sur ça? Est-ce qu'on a des choses à raconter à travers les médias? Si t'as rien à raconter, bon, c'est un peu plus délicat et dans ce cas, tu peux te rabattre sur une stratégie un peu plus. J'achète du lien sur un article qui est déjà positionné, c'est pas mal et généralement ça marche bien. Euh, mais si tu as un truc à raconter, c'est ce qu'on essaie de faire, donc on essaie de raconter une histoire sur les barbecues, ben tu vas raconter. Il y a toujours des trucs à raconter en plus. Par exemple, expliquer c'est quoi les trois produits chez Mano Mano qui se vendent le plus et les plus trending l'année dernière, enfin en tout cas c'est l'année dernière et ou alors on l'avait fait pour les poêles à bois. C'est quoi le poêle à bois à moins de 1000 euros pour chauffer sa maison? Voilà. Mm. Donc il y avait des choses comme ça. Il y a toujours des petits trucs à raconter en termes de promo, en termes de peut-être d'environnement, tu vois, c'est la période sur l'écologie, etc. Il y a toujours des choses aussi relatives à ça. On peut toujours raconter des trucs. Et donc on s'appuie sur ça pour aller voir les médias et ensuite donc plutôt des gros médias, enfin des gros médias soit thématisés, soit pas forcément, mais pas toujours trop génériques non plus, pour aller leur dire voilà, le brief c'est on veut parler de Mano Mano. Et même il était même question à un moment donné, pourquoi pas de ne pas forcément de mettre de lien ou mettre l'URL de façon un peu brute, parce que ce qui compte à la fin, c'est la mention, le fait Mm. qu'on parle de toi. Ouais, c'est clair. Super intéressant. Mais c'est vrai que les citations, je pense, enfin, citation de mention, je pense que c'est quelque chose à laquelle peu de SEO pensent réellement. On en parle souvent, citation pour le local surtout, citation NAP, etc. Mais de manière générale, moi, ça me semble très très logique que ça ait un impact, même s'il n'y a pas vraiment de lien directement, puisqu'au final, je sais pas si Google est capable de crawler des liens et de capter tout ça. Pourquoi est-ce qu'il serait pas capable de capter la mention d'une marque et Oui, d'y oui. donner au final le même poids, voire peut-être même plus de poids parce qu'il peut-être qu'il se dit bah la mention c'est fait sans intérêt SEO, c'est vraiment tout Exactement, naturel. Enfin, c'est possible quoi. C'est des pistes. exactement. Ouais, et bon, ça peut faire peur de dire ça, hein, tu vas acheter un article et tu mets pas de lien vers Ouais, ton site, mais ouais. tu fais. Mais je comprends. Mais honnêtement, tout se teste. En fait, il faut juste Ouais, c'est sortir clair. un peu des sentiers battus. Tout se teste et la logique voudrait, ce que tu l'as dit, hein, ça paraît plus naturel. Donc pourquoi pas le tester? Alors et puis bon, au pire, t'as perdu un peu d'argent sur le moment, mais peut-être à l'inverse, tu vas découvrir que ça marche super bien. Mm. Ouais, c'est clair. Bah, nous, on l'a pas encore réellement testé parce que ça demande une coordination assez forte. Donc on est en train de le préparer là pour la saison qui arrive, mais ça demande quand même chez nous, hein, en l'occurrence. Donc pour un plus petit acteur, c'est plus facile, donc, je dirais, mais chez nous, ça demande une coordination avec la com. Ensuite, il faut que les produits qu'on va mettre en avant, il faut que le seller soit au courant et donc il faut habiller un peu la mariée, il faut que les produits soient vachement bien avec une description, un bon titre, etc. Ok. Donc ça demande pas mal de préparation et d'anticipation. C'est pour ça que c'est pas si évident chez nous. Ok. Ok, super intéressant. Euh, Globalement, c'est quoi, ça va, quelles vont être en fait les top problématiques auxquelles on est confronté en gros quand on fait du SEO pour Mano Mano ça va être, je sais pas, est-ce que tu as des problématiques qui reviennent souvent dans ta journée type typiquement ou des Ouais. discussions qui sont toujours un peu similaires ou quoi? Ouais, ouais, ouais. La problématique numéro une pour un site comme Mano Mano, de sa taille, euh, c'est l'accessibilité. Hmm. Quand je dis accessibilité, c'est un peu un mot fourre-tout dans lequel on retrouve
est-ce que ton site est crawlable de façon assez basique? Quel est ton taux d'indexation? Quel est ton taux de, nous on a ce qu'on appelle des SLA, Service Level Agreements, c'est-à-dire on s'engage avec la tech à ne pas dépasser un certain seuil d'erreur chaque jour. Ok. Autrement dit, Google ne doit pas crawler plus de 2%. Enfin, en gros, 2% du crawl de Google ne doit pas être consacré à des 404 ou plus. Ouais. Donc en fait, et ça, tu vois, c'est des choses qu'on regarde en permanence parce que finalement, ton contenu pour une marketplace, c'est ton catalogue. Et ton catalogue, tu ne le maîtrises pas. Ou en tout cas, tu ne le maîtrises pas directement. C'est-à-dire que c'est le seller qui upload ses fichiers, son flux sur ton site, et c'est lui qui gère les titres, enfin, c'est lui qui gère un peu tout. Et donc, en fait, tu dépends beaucoup de lui, sur la qualité de ton catalogue, sur plein de choses. Et typiquement, là, on a eu un cas, ça fait un petit moment, on a eu, mais d'ailleurs, je peux vous en parler, c'est intéressant, c'est les fiches produits épuisés. Les fiches produits épuisés, alors, habituellement, pour un site e-commerce qui gère bien, enfin, en tout cas, la notion SEO, c'est tu renvoies une 200 avec le produit disponible, machin, tu grises le au panier, tu le sors du site, tu le laisses dans tes sitemaps, bref, tu fais un peu ça, et tu le laisses pendant 90 jours, 180 jours, et s'il n'est pas revenu en stock d'ici là, tu peux mettre une règle pour dire je le shoot ou je le redirige selon ce qu'on veut faire. Sauf que nous, en fait, ce changement, il a changé, on avait ça, et typiquement, il a changé ce comportement parce que, bon, ben voilà, on a une migration côté tech et le SEO n'a pas été mis dans la boucle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a retourné ces pages-là en 404 immédiatement. On a eu une vague de 404 crawlés par Google on pouvait pas s'attendre à ça. C'était énormissime. On avait au moins 30-40% de la part du crawl Google que sur les 404. À l'enfer. Ce qui est juste considérable. Ça nous a fait très mal. Euh, Honnêtement, ça nous a fait très très mal. Et le problème, c'est que quand tu es dans une migration tech, ça fait un an qu'ils sont dessus, mais qu'ils t'ont pas mis trop dans la boucle parce que c'était pour eux un tout petit détail, et que toute la logique ne peut pas être repensée comme ça du jour au lendemain, euh, je peux dire que c'est challengeant. Donc là, on sort à peine la tête de l'eau sur les 404, mais typiquement, donc pour revenir à ta question initiale, c'est l'access pour un site comme ça, où tu as des millions de pages à crawler, tu as de la pagination à gérer, il y a Hmm. énormément de choses à voir. Et pire que ça, on est sur un framework JS, donc le problème de ça, on connaît bien le problème, c'est que Google va crawler ton site en JS une fois sur deux, une fois sur trois. Il va exécuter le JS en tout cas pour le contenu une fois sur deux, une fois sur trois. Donc tu as tout intérêt à t'assurer que ce qui compte pour les SEO, donc les contenus, les liens, euh, voire d'autres choses, soient bien rendus côté serveur, côté SSR, Hmm. on dit. Si c'est pas le cas, c'est une catastrophe et ton site, Google le voit pas bien. Donc ça, on a eu ça aussi. On a géré une migration là-dessus. En fait, pour un site comme ça, voilà, c'est l'access est clé. Et c'est pour ça que nous, on s'est doté de dashboards, tu vois, les outils de crawl, on n'en a pas. On n'a pas de on-crawl ou Botify. Ok. On a travaillé à un moment donné avec SEOlizer, avec Ouais. Olivier. D'ailleurs, je le salue. Euh, mais honnêtement, on s'est outillé. On s'est outillé parce qu'on a les compétences en interne, on sait crawler, on sait analyser les logs, on sait faire des dashboards assez avancés. Et donc, du coup, on sait absolument, on a les yeux rivés une fois par semaine au moins sur tous nos KPI là-dessus pour dire, OK, est-ce qu'on a eu des 429, donc des too many requests, ça, on en a eu beaucoup à un moment donné. Est-ce que tu as un volume de crawl conséquent sur tes 404? Et tu essaies de comprendre pourquoi tu as les 404 d'un coup. Donc en fait, c'est pas normal. Hmm. Euh, voilà. Et ça, et même, on est en train de regarder pour faire des TNR, des tests de non-régression, avec une exécution JS, parce que parfois, tu peux avoir des trucs qui, finalement, toi, tu penses que ton contenu, il est rendu côté serveur, et tu sais pas pourquoi, pour quelle raison, il y a eu un changement, il est plus rendu côté serveur. Et donc, toi, Ouais, si ok. tu fais pas ces tests-là, tu passes à côté et tu comprendras pas pourquoi, dans un mois ou deux, tu auras perdu un SEO. Ok. C'est trop cool de t'interviewer, Pierre, parce qu'en fait, tu nous donnes plein d'informations, mais je suis sûr que pour plein d'auditeurs, en fait, ils se disent, mais attends, rien que tu sais, t'as commencé en parlant de la logistique, donc des sellers qui mettent beaucoup de fiches produits. Est-ce que t'as un ordre de grandeur de nombre de fiches produits qui rentrent sur un site comme Mano Mano, par exemple, par semaine, par jour, par mois, Ouf. tu vois. Alors, non, j'ai pas le chiffre. Honnêtement, j'ai pas le chiffre. Je sais qu'on a environ 15 millions de produits. Il y a la rotation. Non, j'ai pas le chiffre. Par contre, on est dans une logique plutôt de cleaning en ce moment, de catalogue.
Ouais. Et beaucoup de sites, hein, je discutais avec d'autres e-commerçants, marketplace, et ils sont tous un peu dans cette, enfin tous, euh, beaucoup d'entre eux sont dans cette logique-là. Donc oui, ils viennent brancher leur flux. Toi, tu subis un peu le truc quelque part parce que bah ça dépend aussi, hein. Nous, on est assez laxiste, hein. On a toujours privilégié l'accès à notre site aux sellers. Donc ils viennent, ils uploadent leur catalogue. On a quelques règles pour éliminer ce qui ne devrait pas apparaître dans le site. Mais globalement, on n'a jamais fait de traitement post-catalogue. Autrement dit, tu viens, tu cherches ton catalogue avec, je sais pas moi, la perceuse Ryobi sans fil d'une certaine référence. Tu mets pas la description, mais tu vas quand même passer, tu vois. Alors, on va peut-être le faire remonter à un moment donné, mais aujourd'hui, il est presque question, c'est pas presque, il est question pour nous de non pas de modifier côté seller la fiche produit, mais plutôt post ingestion de la fiche produit avec de la générative IA. Par exemple, tu dis Mm. réécrire ce qu'on appelle les messy descriptions, c'est donc ces descriptions un peu pourraves que tu peux avoir avec une soit mal orthographiée, avec de la traduction un peu foireuse, etc. En fait, on va les réécrire proprement avec un look and feel vraiment sympa. Et ça, typiquement du chat GPT ou autre, il y arrive très très bien et ça ne demande pas une grosse expertise. Les titres produits, typiquement, les titres produits, parfois c'est la foire. Ils te mettent tout et n'importe quoi. Bah, nous, en fait, on va mettre un template et on va demander à soit, bah, c'est soit au chat GPT pour le coup, qui est de réécrire les termes dans les bonnes cases, etc. pour structurer un peu l'information. Donc en fait, c'est les sellers, ils uploadent, et l'idée, c'est que nous, on fasse quand même des traitements post-upload. Alors pourquoi post-upload? Parce que si on fait des modifications dans leur flux, bah, en fait, ce flux, il est branché aussi sur Amazon et sur d'autres plateformes. D'accord, Et ok. donc, en fait, ça servirait à d'autres plateformes. Ok. Super intéressant. Je serais curieux de voir la facture mensuelle que OpenAI vous envoie pour Mano Alors, Mano. Ça c'est doit pas être tant sympa. que ça. C'est pas tant Ah que ouais? ça, Ok. honnêtement. Non, non, non. En Ouais, fait, parce que il y vous a, reprenez pas tout. non, non, en vrai, ouais, déjà, on fait pas toutes les fiches produits, attention. C'est des POC qu'on fait en ce moment sur, je sais pas, le top 1000 des fiches produits qui génèrent une grosse partie du business. D'accord. Donc, en fait, on fait des POC et en fait, tout prend un peu de temps, hein, parce que tout est soumis à des A/B tests pour pas dégrader les performances. Donc, en fait, quand je vous dis ça, c'est pas vraiment effectif en prod aujourd'hui. C'est des tests qui sont en cours actuellement. D'accord, ok. Donc, on tâtonne aussi, hein, parce que faire recracher à ChatGPT des trucs, une belle description, un titre complet, sans qu'il te rajoute des trucs que tu veux pas ou des choses comme ça, on est vachement là-dessus, on connaît bien le sujet, mais t'as toujours des cas non souhaitables, quoi. Donc, Faut faire gaffe. on y va mollo là-dessus. Ouais, je comprends, faut faire gaffe parce que je pense que les prochains filtres, là, sur les 2 ans à venir, ça sera quasiment que des filtres IA vu comment tout le monde va abuser. Ah, mais d'ailleurs, vous avez pas vu sur Amazon, il y avait eu un truc comme ça dans le journal du net qui était sorti, où ils avaient utilisé l'IA. Ah non, c'était les sellers qui avaient utilisé de l'IA pour faire des titres super sexy et SEO friendly. Et en fait, je sais pas si c'est ChatGPT ou autre, en gros, il y avait écrit à la fin du titre, désolé, je ne peux pas répondre à cette question ou cette information, je peux pas la donner. Et ils n'avaient pas regardé le résultat, ils avaient uploadé leur flux comme ça, et du coup, dans les titres des fiches produits Amazon, tu pouvais trouver ça. C'était comme le petit footprint où tu tapais entre guillemets generate response, un truc comme ça, le truc de base de Ouais. ChatGPT, tu sais, tu trouvais plein de sites qui avaient juste copié-collé. Ouais, mais ça, c'était les Les, débuts où les ré- personne ne savait. Ouais, bah oui, oui, oui. C'était les résidus un peu. C'est rigolo. Et juste pour rester un Excellent. peu sur la logistique, forcément, t'as pas mal de produits entrants, t'as aussi des ruptures de stock, t'en parlais. Mhm. Comment tu les traites? Tu parlais de redirection 200. En gros, tu les sors de ton UX, mais tu les gardes sur la serre grâce à tes sitemaps. Oui, alors c'est ça, exactement. En fait, en gros, un produit qui vient être out of stock chez nous, on le traite immédiatement, bah, désormais, avec une 200. Donc, la page est toujours accessible, son contenu, la description est accessible pour le bot. C'est contrairement à une 404 où la page n'est plus là. Euh, à la différence de la page, tu pourras pas la trouver en naviguant sur ManoMano directement. Elle est sortie de la structure de ManoMano. Donc, on peut appeler ça une page orpheline, si vous voulez. Mais c'est volontaire parce que on veut pas dégrader l'expérience du client, on n'a pas besoin de lui montrer des produits qui sont plus en stock, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Enfin, en tout cas, on estime ça comme ça. Mais par contre, côté SEO, il faut quand même donner un minimum d'accès à ces pages-là, en termes de liens, en termes d'access. Et pour l'instant, on le fait via des sitemaps, et ensuite, donc, le cycle de vie de la fiche produit, une fois qu'elle a atteint un certain nombre de jours out of stock,
à ce moment-là, on décide soit de la passer en 404 parce qu'elle n'existe plus et donc c'est fine, c'est normal, ou alors une redirection selon certains critères, tu vois. Donc ça, c'est encore à définir chez nous. On n'a pas encore tout à fait défini dans la finesse des règles là-dessus, mais en logique, ça serait plutôt 404 parce que la page n'existe plus depuis plus de 90 jours, par exemple, et donc on sait qu'elle reviendra pas, quoi. C'est marrant Ouais, ça c'est parce que, intéressant. sauf erreur de ma part, je crois que les CMS e-commerce genre Shopify, Magento, PrestaShop le proposent pas. Alors que ça devrait être proposé si il y a des développeurs de Shopify, etc. C'est-à-dire que quand ta page en rupture de stock, tu coches une case depuis ton back-office, ça te la sort de ton UX, ça te la garde dans le sitemap. Je crois pas que ce soit proposé aujourd'hui. Ouais, parce que nous on le voit, ça va représenter une petite part de trafic, hein, mine de rien, mais c'est toujours bon à prendre, tu vois. C'est-à-dire que c'est des pages. Il faut pas oublier aussi, c'est une page qui peut continuer à t'amener du trafic, hein. Parce qu'au moins, si elle n'est pas en 404, Google va la garder un peu dans sa serpe, même si tu as le bouton ajout panier qui est grisé, etc. Ça marche quand même. Et aussi, pour nous, ce sont des relais de maillage. Donc en fait, ces pages-là, au lieu de les avoir en 404, autant les avoir pendant 90 jours encore live et qui permettent de faire, surtout si elles sont positionnées, donc le Google leur attribue du poids, du maillage remontant vers les catégories ou transverse Hmm. vers d'autres produits. Ouais, c'est intéressant. Et je me dis, dans ce cas-là, j'imagine que tu remarques quand même, imaginons une page, un modèle de barbecue très précis, où c'est un modèle qui est recherché sur Google, où tu ranks, je sais pas, top 1. Du jour au lendemain, t'as plus de produits en stock, ou une page catégorie, pareil, même principe. La page reste en 200, elle est plus maillée, mais elle est uniquement dans le sitemap. Tu restes premier, mais j'imagine qu'au bout de quelques jours, avec les signaux utilisateurs et puis le fait qu'il, je sais plus, Oui. pogo sticking quoi, en fait, qui retourne sur Ouais. la certe, etc. Tu dois descendre quand même beaucoup. Oui, bon, on n'a pas trop analysé ça, honnêtement, mais oui, mécaniquement, mais c'est mieux que, tu vois, Oui, enfin, nous, tu grattes un peu partout, hein, c'est mieux que ah oui, la oui. page soit shootée directement, et là, c'est sûr que ta page disparaît de la serre. Et donc, on essaie de continuer. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, on n'a pas encore poussé, nous, le truc jusqu'au bout, mais certains sites e-commerce le font vachement bien, c'est une super mécanique pour récupérer l'adresse mail de tes clients, enfin, Hmm, des prospects. Il vient pour ce produit-là, il n'est pas dispo, deux possibilités, il renseigne son adresse mail, hmm. euh, Ouais, c'est clair. et tu peux le relancer dans ta base de clients, ou alors tout simplement mais tu lui proposes des produits similaires, et donc il continue sa navigation sur ton site et il peut transformer sur un autre produit. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, on sort limite du SEO pur et dur, mais c'est super intéressant, effectivement, c'est un enjeu. Ah mais c'est à Surtout. considérer parce que quand tu viens à proposer un template comme ça aux équipes produits, eux ce qu'ils veulent voir c'est l'impact business. Quel intérêt Hmm. côté business? Donc en fait, si tu mets juste ta casquette SEO et tu leur dis ouais, mais c'est parce qu'on a besoin que ces pages-là soient crawlées, bah, ils s'en foutent, ça, en fait. Ouais, Honnêtement, ils s'en ouais, foutent. Ils veulent savoir si ça, d'un point de vue business, ça fait sens. Et donc ouais, voilà, c'est il faut clair. utiliser cet argument-là. Ok, super intéressant. Est-ce que, de manière générale, tu pourrais nous résumer peut-être en une phrase ou en quelques phrases la stratégie SEO de Mano Mano, en fait, dans les grandes lignes, les principaux enjeux Ouais, bien sûr, techniques? mais j'ai un peu l'habitude de le faire parce que dans un cadre d'évangélisation au sein de Mano Mano, Ouais. on présente tout le temps un peu la stratégie Mano Mano, donc comme ça tout le monde est un peu au courant. En fait, nous, c'est assez simple, la stratégie, enfin simple, dans les grandes lignes. Euh, le premier pilier, ça s'appelle landing pages. L'enjeu, c'est, comme je vous l'ai dit au départ, notre catalogue grossit ou même se Mm. réduit. Et nous, l'enjeu, c'est d'ajuster le nombre de pages de landing page qu'on peut avoir. Le, notre enjeu au SEO, chez nous, c'est d'un côté à droite, tu as ton catalogue. À gauche, tu as la demande marché qui s'exprime sur Google. Comment tu réconcilies les deux à travers des listings produits et qui Ouais. sont de qualité. Voilà, ça c'est le rôle numéro un. Et là-dedans, tu as donc ce qu'on appelle le merge tree, donc l'arbre de catégories. Tu as la partie search indexing et tu as une partie un peu plus infime enfin en tout cas en termes de gestion sur le catalogue où on y touche un peu moins côté SEO, mais on est en train de reconsidérer le truc typiquement parce que les fiches produits, vous avez vu peut-être dans les SERP, on a les free listings qui sont apparus. Et ça, Ouais. c'est un nouveau moyen de propulser les produits gratuitement, etc. Donc, bon, Ouais. premier pilier, landing pages. Deuxième pilier, ce qu'on appelle l'autorité. Alors l'autorité, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. L'autorité, c'est montrer à Google que Mano Mano est légitime sur son segment ou sur ses segments. Ça passe par quoi? Ça passe par faire du maillage interne optimal.
Hmm. tes pages, donc c'est PageRank, manipulation du PageRank, enfin manipulation, optimisation du PageRank, etc. Euh, Ensuite, il y a tout ce qui est autorité externe, donc l'achat de backlink qu'on fait de façon sporadique, honnêtement. Et troisième pilier sur l'autorité, c'est comment tu montres que tu es légitime sur ton univers, c'est tu produis du contenu. On sait que ça reste un point commun à pas mal de sites, c'est tu produis du contenu, tu montres que tu sais répondre à certains besoins, et ça aide à montrer que tu es expert sur ton sujet, tout simplement. Ouais. Surtout nous, dans l'univers dans lequel on est, c'est des sujets parfois un peu techniques, donc moi je fais toujours l'analogie avec du retail, hein. Tu vas dans un magasin, si t'as pas de conseiller, ça paraît, voilà, tu vas pas rester, c'est pas intéressant, et tu auras un avis assez négatif sur le site parce que, enfin, sur le magasin parce que personne t'aura aidé. Alors que, Ouais. et je pense que c'est la même chose sur le web, t'apportes du conseil, t'essaies de couvrir tous les besoins, en tout cas les questions que peuvent se poser les gens, et du coup, quelque part, on estime que Google doit le percevoir, ce côté expert, à travers ton contenu et la qualité que ça représente, et te récompenser aussi. Donc ça, c'est le deuxième pilier, l'autorité. Donc le premier, landing pages, autorité le deuxième. Et le troisième, c'est la santé de la plateforme. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'accessibilité. Et là, Hmm. c'est vraiment plus du sensibilisation des équipes techniques en interne, formation des équipes en interne, donc les équipes techniques, produits, UX, etc. Et monitoring. Beaucoup de monitoring chaque semaine, on crawl la plateforme. Chaque semaine, on regarde les logs. Chaque semaine, on décortique tout ce qui peut se passer sur nos pages. Alors, on a beaucoup de, on est un peu dans l'extrême, c'est qu'on a beaucoup de dashboards, du coup, plus t'en as et moins tu regardes, mais on essaie de rationaliser ça. Et l'un des derniers, par exemple, c'est on évalue la qualité de nos pages tout simplement en regardant la part des utilisateurs qui ont cliqué sur au moins un produit dans un listing. Et en Hmm. fait, on regarde dans l'évolution constante de cette métrique pour voir si à un moment donné, on n'a pas une régression sur l'organisation des produits dans le listing. Est-ce qu'on n'a pas, Ouais. à un moment donné, un produit qui pop et qui fait dégrader le CTR de la page et qui renvoie potentiellement un mauvais signal à Google? Parce que, Hmm. précision là-dessus, euh, l'organisation des produits dans les listings, il n'est pas géré par le SEO, il est géré par l'équipe data science chez nous. Donc en Hmm. fait, c'est des algos qui permettent de ranker ces produits-là, un peu comme Google le fait sur des liens, mais nous on le fait avec des produits. Et donc on doit être très attentif à ce qui est fait parce que parfois tu peux avoir un enjeu business qui va à l'encontre de l'enjeu SEO. Et donc après Hmm. c'est un compromis à trouver avec eux pour savoir qu'est-ce qui rapporte le plus in fine. Mais les enjeux business ne vont pas toujours dans le même sens que le SEO. Hmm. Exemple, on avait un exemple très concret récemment, la page canapé noir. On avait très peu de canapés noirs dans la page. On avait quelques canapés noirs, puis tu avais des chaises, des tables, etc. Parce que nos algos avaient considéré que ces produits-là étaient souvent achetés avec un canapé noir et qui méritaient d'être poussés à ce moment-là. Sauf que ta page, du coup, elle est plus très pertinente, tu vois. Ouais. Ouais, clairement. Donc voilà, c'est les trois piliers chez nous sur lesquels on s'appuie pour déployer la stratégie. Je suis en train de regarder la page canapé noir. Le premier canapé, ah oui, mais non, c'est un résultat sponsor. Parce que le Hmm. premier canapé que je vois en haut, c'est un gris. Mais Ouais, sinon, ils sont bah, bien tous noirs. ouais. Là, on a encore du taf, mais l'équipe data science, ils ont vachement d'idées là pour améliorer tout ça, donc on est assez Ouais, mais confiant et c'est intéressant. C'est super intéressant. Euh, ok, bah merci. Bah, je pense qu'on a une vision très claire, en tout cas de la stratégie globale de Mano Mano. C'est intéressant. Euh, Tiens, une question un peu rigolote, on va dire. Si tu devais retenir un seul des trois piliers SEO, autorité, contenu et technique, hein, pour dégrossir, ce serait lequel? Si tu pouvais agir que sur un seul pendant les 10 prochaines années, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu choisirais? ah, c'est une réponse impossible à apporter. Non, mais Bah oui. on va dire, parce qu'en fait, il y a toujours des interdépendances entre les trois, mais je dirais juste pas, parce que Mano Mano est gros et que c'est un peu ce côté, en fait, nécessite une expertise sur l'accessibilité et la santé de la Hmm. plateforme que je trouve que c'est vraiment ce pilier-là que en tout cas, que c'est pas que je garderai, je dirais que l'attention aujourd'hui, et c'est réel, l'attention qu'on y met sur ce pilier-là est très conséquent, même peut-être largement plus, par exemple, que l'autorité. Hmm. Les landing pages, c'est
aujourd'hui, ça tourne, c'est pas marginal, mais ça tourne, etc. On est aujourd'hui très attentif à l'accessibilité, donc le troisième pilier, la santé de la plateforme, parce que c'est un enjeu majeur pour nous. Si tes produits sont pas crawlés, si tes catégories ne sont plus accessibles, leur contenu n'est plus accessible, etc., c'est une catastrophe. Et donc, en fait, c'est à nous, SEO, de pouvoir, anticiper, mettre en place des tests pour vérifier qu'il n'y a pas de dégradation, et donc vraiment avoir un cockpit, si tu veux, de ce qui se passe. Et si t'as pas ça, en fait, je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu, si t'as pas ça, au début, chez Mano Mano, on a eu des migrations et je venais d'arriver. On n'avait vraiment pas eu, j'étais encore sorti de ces discounts, on n'avait pas tout monté. Et honnêtement, t'as énormément de chances de te planter. Énormément de chances. Hmm. Parce qu'en fait, t'es pas à l'abri qu'il y a un dev qui change un truc sans te le dire. T'es pas à l'abri que le produit remodèle tes listings, tes landings pour mettre des trucs qui sont pas SEO-friendly. Et en fait, il faut être partout. Et donc, pour moi, c'est vraiment avoir une vision un peu 360 sur la partie plateforme, c'est très important. Pour un site d'une taille intermédiaire, plus petit, ça serait pas ma priorité, je pense. Tu vois, ça paraît Ouais. logique, mais Bah, j'allais te dire, je sais pas si tu vas voir duquel graphe je parle, mais il y avait Aleida Solis qui avait partagé un graphe par rapport à ça, avec en fait l'importance des trois critères ah oui, corrélés à la taille du site. Et en gros, ça a illustré exactement ce que tu viens de dire, avec la tech qui au départ pour un site avec peu d'URL bah, est peu important, parce qu'évidemment, une modification générale tech que tu ferais sur le site, ça va impacter 10 pages, donc forcément voilà. Mais mm, quand effectivement ça commence à impacter des millions de pages, là il y a de plus en plus d'intérêt et au contraire le netlinking et le contenu qui baisse en fait c'est fait un ça. site. Bah, c'est vrai que j'avais oublié, je l'avais vu effectivement et c'était vachement bien. Je l'avais gardé moi pour illustrer justement ce propos-là pour les slides en interne. Mais je l'avais oublié, tu m'as rafraîchi la mémoire. Mais effectivement, ouais, c'est ça, dans cette logique-là. Ouais, il était top ce graphe. Ouais. Je vais essayer de le retrouver. Peut-être que j'en ferai un tweet si jamais, mais je l'avais vu en plus sur LinkedIn et Twitter, je crois. Mais ouais, super intéressant. Euh, donc ok, est-ce que tu penses qu'il y a une pratique SEO précise sur laquelle justement tu penses que vous allez plus loin que les autres? Alors les autres, ça peut être tes concurrents directs, mais aussi toutes les personnes en général, tous les SEO, tous les sites qui font du SEO, quoi. Ouais. Alors, il y a un premier truc, j'en ai un peu parlé. Je pense que, parce que je peux le dire parce que j'en ai discuté. Parfois, on fait des partages un peu des Rex, enfin des retours d'expérience avec d'autres SEO pour lesquels on n'est pas en concurrence directe. Sur la partie monitoring, on est vraiment très avancé et très autonome. Donc Ok. là-dessus, je trouve que on a fait un taf énorme dans l'équipe là-dessus. Pour s'acheter de l'autonomie, on a souvent l'habitude de dire c'est un peu la boîte à excuses, mais finalement c'est un peu ça aussi, c'est pouvoir expliquer des choses, hein, parce que notre problème au SEO, c'est souvent de ne pas être en mesure de pouvoir expliquer des changements. Hmm. Et donc, si tu es équipé, plus tu as des éléments sous la main, des datas, plus tu peux expliquer certaines choses. Donc là-dessus, on a mis énormément le paquet et je pense qu'on est peut-être au-dessus de la moyenne là-dessus. En tout Ok. cas, je pense. Le deuxième, je dirais, et c'est bon, je suis moins sûr parce que ça reste un peu chasse gardée partout, on révèle pas trop ce qu'on fait, mais c'est sur la partie search indexing, où, bon, beaucoup de sites ont été pénalisés ces derniers temps là-dessus, dont nous. Ok. Je pense on a été un peu pénalisés là-dessus, euh, mais on a mis en place, en fait, on a été pénalisé sur des pages qui ont été ouvertes il y a longtemps et pour lesquels qui étaient pas passés par des filtres qu'on a mis en place il y a au moins 2 ans. Donc en gros, on avait un reliquat de pages qui était là, qui vivotait, qui parfois drivait du trafic, mais qui d'un point de vue pertinent, c'était contestable. Et on n'a jamais souhaité les shooter parce que si ça te rapporte du trafic, t'as pas envie de te tirer une balle dans le pied. Hmm. Et donc aujourd'hui, on le paye un peu, et je pense que beaucoup d'acteurs qui jouent avec le search indexing le payent un petit peu. Ouais. Mais dans la mécanique, d'ailleurs, moi, je me fais un peu d'auto-promo, mais c'était grâce à ça que on avait gagné le prix, je crois que c'était SMX meilleure campagne SEO. Hmm. C'était basé là-dessus. C'était basé sur Ok. toute la logique de quelqu'un tape quelque chose dans notre moteur et on a tout un workflow jusqu'à arriver à la page de destination maillée, etc., etc. Et en fait, pour rentrer un peu juste dans le détail là-dessus,
l'intelligence que l'équipe a mise là-dessus, chez moi, est basée sur du filtre. Parce qu'il faut s'imaginer que on a des millions de requêtes dans le moteur, et tu peux pas toutes les engranger et ouvrir 1 million de pages, c'est pas possible. Hmm. Euh, et détecter le bruit et l'éliminer au fur et à mesure, c'est très complexe. Ça demande de l'ingéniosité de ouf. Et on arrive à un moment donné, nous, à toucher du doigt un truc qui est pas parfait, évidemment, parce qu'on a toujours du bruit qui passe, mais on arrive à avoir un truc automatisé d'ouverture de page avec une limitation du bruit, des pages qui ne devraient pas être créées et qui du coup ne le sont pas, parce qu'on a, je sais pas, peut-être 8 filtres bien spécifiques qui nous permettent d'éliminer des pages qui ne devraient pas être créées. Ça peut passer Ouais, par est-ce que la query est bien e-commerce? Est-ce que la query, on a bien l'offre? Ça, c'est la plus dure. Est-ce que on crée pas la duplication? Tout bêtement, chaise scandinave et chaise avec un S scandinave, c'est la duplication. C'est juste un S, c'est du pluriel, mais il faut savoir le détecter. Alors, c'est pas très compliqué ouais, aujourd'hui, c'est on sait le vrai. faire, mais il faut savoir le faire. Il faut Hmm. savoir aussi mettre des règles de redirection. Du coup, tu rediriges laquelle vers laquelle. En fait, tout ça, en fait, quand on dit surjecting, enfin, non, personne dit ça, mais la logique se veut simple. Derrière, la complexité, c'est plus un peu défensif. C'est comment j'évite de créer trop de bruit et trop de pages de mauvaise qualité. C'est Juste, Ouais, surtout c'est ça. super intéressant. je vais dans l'index. Ouais. Et est-ce que, parce que quand on parle, ça a l'air d'être une énorme usine à gaz et ça doit sûrement l'être, puisqu'en plus vous êtes enfin, je crois pas que vous avez de CMS sur Mano Mano, tout est codé. Ouais, ouais. Est-ce que tu connaîtrais des outils, je pense à DoFinder, c'est pas très connu, hein. De toute façon on est dans des Si, thématiques si, je connais, tellement ouais. Ouais, qui permettraient de faire du search testing, alors forcément pas du tout au niveau de Mano Mano, mais pour les petits débutants SEO, e-commerce, un ouais, peu en mode une TPE qui voudrait commencer à travailler. ouais, c'est une très bonne question parce que j'y ai pensé dans ma reconversion. Monter des tools, j'y pense beaucoup. Mais il est très peu connu. Je vais vous en citer un, et peut-être que vous le connaissez, mais ça m'étonnerait. Il y en a un qui fait ça de façon géniale. Il nous l'a présenté, hein, parce qu'il est arrivé, il nous a dit voilà ce que je propose. Et on a dit putain, mais limite, on a repris ses idées aussi pour enrichir, et du coup, s'échange assez souvent. C'est Verbolia. Je connais Verbolia, que de. je lui fais du coup, ouais, s'il voit Tu lui le fais une bonne pub, podcast, là. ouais, ouais, mais honnêtement, parce qu'il fait un travail, c'est fabuleux. Et je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Decathlon qui bosse avec lui. Il faudrait que je vérifie, mais bref. En tout cas, sa solution est canon. En gros, c'est clé en main. Si t'as pas de dev, que t'as un peu de budget, bah, ça coûte quand même un peu d'argent, mine de rien. Euh, et que t'as besoin d'une interface où tu peux tout gérer, c'est fabuleux. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. Moi, je sais que si on n'avait pas tout fait en interne, la question se serait posée, vu le ROI de ces pages-là, Ok. d'investir dans ce type de tool. Après, tu as une dépendance à un tiers qui maîtrise tout le workflow. Ça, c'est pas forcément ce qu'on souhaite à la fin, mais en mode vraiment la démo, demandez-lui de vous faire une démo, et c'est vraiment génial, hein, et c'est vraiment très complet. Il a un back-office qui permet de tout gérer. Vous branchez votre flux, etc. C'est Pierre-Olivier, voilà. Pierre-Olivier Ok. qui est le fondateur. Donc je le salue. C'est un Euh, français, du coup? je crois qu'ils sont belges. Ah oui, Belgium, ouais, ouais, en effet. Ouais. C'est pour ça que c'est pas très connu et il mériterait d'avoir la pub parce que franchement, ils font un travail vraiment très fin et vraiment très bien pour ceux qui veulent. Voilà, c'est plug and play quoi leur solution. C'est ça qui est génial. Trop bien. Bah, surtout que je pense que c'est la limite principale de typiquement ouais, de personnes comme moi qui sont pas hyper tech, qui vont avoir quelques sites à eux. C'est plus se dire, bah, d'un point de vue tech, comment est-ce que je me débrouille pour le faire? Est-ce qu'il faut que je code quelque chose? Ouais. Moi, je suis pas, voilà. Donc, ouais, ce genre de solution, c'est très Ouais, intéressant. ouais, voilà. Et en plus de ça, il permet de gérer tes templates. Donc, c'est pas comme si juste il te créait des pages par rapport à des queries que tu vas lui donner, etc. Mais il te donne énormément d'infos et en plus de ça, tu peux gérer des templates, etc. Bon, bref, Ok, pour ceux qui sont intéressés, allez taper à la porte de Pierre-Olivier, vous allez voir, c'est vraiment génial. ok, ok, super intéressant. Euh, J'avais moi une dernière question de prévue.
Il y a un peu de débat en ce moment, tu sais, autour du netlinking, un peu netlinking versus branding. Qu'est-ce qui est le plus important pour l'autorité? Est-ce que le netlinking est pas de moins en moins important avec les évolutions, les communications plutôt de Google? Qu'est-ce que Mm. t'en penses, toi, de ça? Je dirais de l'intérêt du netlinking pour le ranking et de son évolution dans le temps, en fait. Est-ce que tu vois que ça fluctue? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses pour le futur? Il y a eu, je pense, bah, on est tous d'accord, il y a eu un âge d'or sur la partie achat de liens. Aujourd'hui, je suis plus nuancé. Alors, je disais tout à l'heure, ça a bien marché pour nous, mais ça remonte à il y a un an. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Ouais, Aujourd'hui, quand je vois, de mon observation, voilà, c'est à partir de ça, quand je vois les sites qui remontent aujourd'hui, que Google met en avant, parfois des sites, pardon, mais c'est des sites no name, hein, sur des requêtes très short tail et tu sais pas d'où ils sortent parce qu'ils ont, ouais, c'est des sites que tu n'as pas vu venir. Et en fait, quand tu vois leur profil, bon, oui, ils ont fait un peu de contenu, ils ont fait ci, ça, mais surtout la partie backlink, ils sont à zéro où ils ont quasiment rien, quoi, quasiment rien. mm, Et pourtant, c'est pas des grosses marques. Et en fait, il y a rien qui t'explique. Et en fait, je me dis, est-ce que, ouais, est-ce que ça marche toujours autant? Honnêtement, je suis un peu plus nuancé. Et même là, pour nous, hein, les campagnes de netlinking, on se pose la question, est-ce que ça marche? Parce que là, en ce moment, on en fait un tout petit peu, mais c'est plus les mêmes résultats qu'il y a un an passé. Euh, donc, effectivement, moi, de par ce que je vois déjà dans la SAR, ce que Google pousse, ça laisse plutôt entendre que les gars, vous êtes gentils avec vos backlinks, mais je vais pousser des sites qui en ont pas et vous allez voir ce que ça va faire. ouais, c'est Euh, clair. donc, en fait, il faut observer. Il faut observer, c'est toujours le même truc, hein, ça dépend. Observez votre cercle, observez les sites qui remontent. Il y a un super outil pour ça, SEO Observer, pour regarder un petit peu les metrics de la SERP, enfin, des 10 premiers, je crois. Ouais. Et regardez, et essayer de tirer des conclusions, croiser les données avec d'autres outils s'il faut. Mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, moi, sur certaines requêtes, je suis assez, je me dis, il y a un bug, c'est pas possible. Vraiment. Je me dis, il sort Mm. d'où ce site? Et en fait, il a été propulsé là. Alors, d'autres ont été propulsés, mais c'est pas, en fait, je pense que du coup, c'est moins efficace pour répondre à la question parce que, Google, il va s'appuyer un peu plus sur la notoriété d'une marque ou Ouais. je m'explique. Euh, On vend des robots tondeuses chez Manumano. Donc c'est le robot qui coupe ta pelouse. Euh, Jusqu'à présent, il y avait des acteurs assez classiques dans le top 10. Nous, on avait du mal à remonter sur cette requête, mais on n'a jamais été très fort sur les robots tondeuses. Mais j'observais quand même pas mal cette requête qui était en termes de search volume assez conséquent. Euh, Et là, dernièrement, en fait, tout simplement, Google a décidé de mettre la page marque, enfin le site Husqvarna en avant. Alors que leur page n'est pas Ok. ultra optimisée, mais parce que c'est la marque qui est la plus recherchée. Et on en revient à est-ce que ta marque est très recherchée avec Ouais. une typologie produit? C'est parce que Husqvarna ou Style, par exemple, bah, en fait, ils sont très recherchés dans cet univers-là et que Google a dû se dire, bah, comment dire, si les gens les recherchent. Et pourtant, à mon avis, il faut pas une énorme. Alors peut-être que le SEO de chez Xvana entendra ça et il pourra nous expliquer, hein, un de ces quatre. Mais de ce que je vais regarder, leur optimisation est somme toute, voilà, c'est optimal, mais sans plus quoi. Il n'y a pas d'achat de liens, rien. Et du coup, je pense qu'en fait c'est ça. On est dans une logique de brand, est-ce que ta marque rayonne ou pas? Et si elle rayonne pas, bah, il va falloir se battre avec d'autres armes. Mais du coup, le netlinking, effectivement, j'ai l'impression que c'est moins efficace là, en ce moment. En ce moment même. Ok. Ouais, c'est intéressant. Je suis en train de checker la SERP un peu robot tondeuse, justement. Ouais. Alors, je voudrais juste comparer avec votre page un peu pour comparer un peu les RD sur la page profonde. Moi, en tout cas, selon Majestic, je vois qu'ils ont plus fait de deep linking, enfin de netlinking, d'achat de liens, peut-être a priori vers la page que vous. Parce que je vois Ah, 23 RD Majestic, mais, nous c'est sûr. Mais à eux, ouais. Moi. mais ils ont l'air. Alors après, ouais, les angles sont pas archi optimisés, mais il y en a quand même deux trois optimisés. Mais ouais, c'est intéressant comme cas. Ouais, après, t'as style aussi, je crois que je sais plus si c'est style ou Xvana, mais peu importe, dans ce délire-là. Ouais, en tout cas, t'as, t'as des marques qui sont propulsées pour des raisons qui ne sont pas. Et du coup, en fait, sur le sujet de netlinking, du coup, est-ce que vraiment on prend le bon bout en disant je vais acheter du lien à la classique, à la papa, comme on dit, et Hmm. essayer à s'attendre à ce que ça remonte? Je pense que maintenant il faut amener une logique, une stratégie un peu plus complexe que ça.
Ouais, honnêtement. Mais après, il faut avoir ouais, les c'est moyens. clair. Et c'est pour ça que Google, les places sont chères, vont devenir chères parce que si maintenant il faut que tu aies une marque qui rayonne et que les gens te cherchent aussi dans Google et que tu aies un peu une stratégie marketing voilà, qui vit, bah, c'est pas donné à tout le monde, ça demande des moyens et donc du coup c'est un peu élitiste quoi. Et Hmm. après, un peu inversement, on en avait parlé avec Paul, en même temps, t'as un mix marketing qui peut être fait avec quelqu'un qui a zéro moyen, c'est le personal branding, qui marche super bien. Et donc pour toutes les petites boîtes, tu vois, elles ont moyen d'actionner du gros mix marketing grâce à ce pilier que je pense un mano mano aujourd'hui, j'imagine pas, je sais pas moi, un Decathlon, une très grosse marque, se dire on va vraiment créer une stratégie de personal branding. Et c'est ce qui me fait croire aussi que des plus petites marques, sur le pilier notoriété, peuvent réussir à rivaliser sur des grosses marques aussi. Je sais pas ce que tu en penses. Si t'as Non, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, je l'ai moins vu, honnêtement, mais et surtout chez nous, c'est pas forcément le dans le cas. bricolage. Ouais, on l'a eu fait à un moment donné, il y a très longtemps, mais du coup, bon, j'étais pas là et j'ai pas pu voir l'impact. Mais, euh, mais non, je pense que ça marche, mais honnêtement, j'ai pas de use case chez nous qui pourrait l'illustrer, quoi. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Mais moi, je suis aussi convaincu que ça peut marcher parce qu'en fait, imaginons que la finalité des actions hors SEO, plutôt communication traditionnelle, ce soit effectivement d'avoir des recherches, en tout cas d'un point de vue SEO, des recherches marques, produits plus marques ou juste marques dans Google. Bah, en fait, en soi, tu as deux chemins. C'est soit tu as un budget communication, marketing important et effectivement, tu peux permettre de payer de la pub télé, radio, ce que tu veux. Ou soit tu as peut-être moins de budget, plus de temps, plus d'expertise sur les réseaux et tu peux essayer de faire ça de manière 100% organique C'est avec ça. typiquement un profil expert en viralité, j'en sais un TikTok, quelqu'un qui va être plus être sur LinkedIn, pareil, c'est un canal où on peut se faire découvrir quand même assez vite, gagner beaucoup de notoriété, et au final avoir les mêmes recherches marques, mais bon, Ouais. il y a quand même un chemin qui est plus rapide que l'autre, quoi. Non, mais dans l'univers, en fait, ça dépend des univers, mais dans l'univers, chez nous, par exemple, e-commerce, effectivement, tu as des marques qui sont très fortes et donc, de par leur aura de base, vont remonter, comme on l'a vu avec Husqvarna, Style qui remonte, alors que en Mm. soi, c'était pas du tout eux qui remontaient auparavant. On sent une volonté Google de mettre en avant ces deux marques, et je connais bien l'univers, ces deux marques-là sont les leaders dans le marché. Donc, en fait, il n'y a pas de Ok, ouais. hasard. Euh, mais par contre, tu as raison. Aujourd'hui, imaginons tout le monde, on ne cible pas tous les mêmes requêtes. Si c'est pas une requête commerciale et qu'il y a besoin peut-être moi, je sais que par exemple, j'ai perdu des positions sur des sites perso parce que j'étais plus du tout actif dessus. C'est-à-dire Mm. en publication d'articles de blog, ne serait-ce qu'en même publication sur les réseaux sociaux. Et je pense que tout ça, on le dit depuis un moment, mais ça montre que tu es actif et que peut-être qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus valorisé. Mm. Je pense. Ok. Si t'as pas le budget pour faire des campagnes effectivement télé, si on pense aux consultants un peu, il aura jamais ces budgets-là, etc. Et puis même pour les faire débloquer avec son client, c'est extrêmement chaud. Ça dépendra pas de lui. Bah, il y a d'autres moyens un peu plus terre à terre, c'est-à-dire présence sur les réseaux sociaux, des publications, montrer que tu vois, tu as une aura et que t'es connu, quoi. On parle de toi, on peut Mm. parler de toi, mais toi, tu parles aussi, tu t'exprimes vachement. Ouais, ouais, c'est clair. Ben, je suis totalement d'accord. Ouais, l'exemple le plus Euh, marrant de ça, c'est quand tu marques agence SEO sur Google, que tu as des giga agences et que là, tu as un Paul Vengeon qui sort entre Eskimos et SEO.fr. un petit con là Effectivement, ouais. qui fait son Effectivement, je placement vois là. ça. Je vois ça. Bah oui, après, voilà, je connais pas la stratégie de Paul, du coup, hein, ce que tu as fait dessus, mais bah, tu vois, tu sors un peu ce qu'on attend a priori des agences. Bah là, c'est notre, je pense, une compréhension de la SERP, pour le coup, compréhension des attentes aussi. Quelque part, la SERP a évolué. Ouais, ouais, bah, je peux faire un petit point là-dessus, mais en gros, pour te donner les clés de compréhension, effectivement, il y a un angle intéressant que j'ai choisi, je pense, qui est le fait de faire un classement, même si au final, c'est pas que des classements qui rankent avant moi, donc je pense que c'est une intention un peu entre du comparatif et de la LP, homepage, enfin bref, page business, quoi. Je pense aussi aller un peu plus loin dans l'informationnel, et surtout ce qui a fait que je suis passé en gros de ma 15e place naturelle à plutôt top 5, top 10, top 3, enfin ça dépend des moments,
c'était la manipulation de CTR où j'avais fait un gros coup de com là-dessus sur LinkedIn et Twitter. Et là, pour le coup, ça a bien marché sur le long terme puisque avant le fait de demander aux gens de cliquer sur mon résultat, j'étais peut-être, je crois que j'étais 15e, ouais. Et que maintenant, globalement, je suis pas en dessous de la 10e place, mais bref. C'était plus un petit test rigolo. Et enfin Mais voilà. c'est resté du coup. Je veux dire, t'as conservé des positions. C'est resté. Là, ça fait quand même quelques mois que j'ai un peu redescendu parce qu'à un moment, j'étais vraiment constamment dans le top 3, top 5. Alors que là, je sais pas, je me vois combien, mais je dois être plus dans le 6e, peut-être 5e. Enfin bref. Et ouais, c'est comparé à ma position initiale avant CTR, manipulation de CTR, on est clairement sur un gain et j'ai pas investi en netlinking, j'ai pas retouché à la page. Enfin, en gros, j'ai rien fait. De toute façon, j'ai pas envie enfin, j'ai pas énormément de budget à dépenser. Hmm. Comme les agences en face, typiquement, voilà. Donc, Ouais, j'imagine. j'ai joué avec les cartes que j'avais. Mais Belle perf, en tout cas. ouais, bah merci. Non, mais c'est rigolo. C'était un petit élément de com surtout au final. On avait pas mal de questions pour toi côté internaute aussi. En l'occurrence, là, on en a 4, mais je pense qu'il y en a 2 ou 3 qui vont prendre un petit temps pour répondre. Toi, t'as combien de temps peut-être devant toi juste avant la fin? Enfin, peut-être, je sais pas, t'as peut-être des impératifs, J'ai hein. pas. Non, non, c'est bon. Ça va. Devant moi, là, j'ai un peu de temps. Ok. Antoine, c'est bon aussi pour toi? Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, on avait une question de Samuel. Alors, je crois que c'est un jeu de mots parce que c'est Sam OL pour Olympique Lyonnais. Excellent. Euh, il nous dit pourquoi le site de Mano Mano n'est pas en full SSR, donc server-side rendering. Donc, peut-être pour les internautes, t'as déjà abordé le sujet, mais c'est vraiment lié aux problématiques de JavaScript, de fournir en gros l'interprétation du code d'un point de vue, enfin en amont en fait à Google pour pas qu'il ait à faire ce travail, ce qui pourrait poser des problèmes. Est-ce que tu as peut-être une réponse par rapport à ça? Oui, en fait, on est sur un framework JS React. Donc, nativement, c'est du JS, d'accord? Et en fait, tu Hmm. choisis les éléments que tu veux rendre en SSR. On pourrait tout rendre en SSR. Le problème, c'est la perf. Voilà, tout Ok. simplement. En gros, tu dégrades tes performances, tes web perfs. Et pour l'utilisateur aussi, c'est pas forcément tout ce qui est Web Vitals et, euh, et temps de chargement, tu prends un impact fort dessus, quoi. Donc c'est un choix, hein. C'est pour ça que c'était un trade-off, un compromis entre qu'est-ce qu'on garde côté CSR, donc côté client, côté navigateur, et qu'est-ce qu'on rend côté SSR. Et donc en fait, c'est pas la négo parce que finalement on n'a jamais trop bataillé, mais c'est à toi de bien choisir ce que tu veux rendre. Et sinon, en fait, Ok. effectivement, si tu rends tout, tu vas avoir des appels à ton serveur qui vont se multiplier, forcément. Et ça ralentit ton site. Ok. Ok, super intéressant. Ensuite, il nous pose une autre question sur l'obfuscation dynamique des méga menus. Hmm. Donc, peut-être pareil, si tu veux définir un peu le concept, parce que j'imagine que 100% des internautes connaîtront pas. Ouais, alors l'obfuscation n'en fait pas forcément chez Mano Mano. Disons qu'on ne rend pas tous les liens qui sont affichés, mais on peut appeler ça comme ça. En gros, c'est ne pas effectivement ne pas cacher des liens à Google alors qu'ils sont disponibles pour les utilisateurs souvent. L'intérêt, c'est de faire du PageRank sculpting quelque part. Alors chez Cdiscount, typiquement, il y avait du sens. On le faisait. Euh, L'intérêt, pourquoi? Parce qu'on avait des univers Ouais. vraiment Ouais. parfois opposés les uns des autres. Donc la puriculture avec l'électroménager, avec je sais pas l'automobile, des trucs parfois qui ont rien à voir. Et Hmm. surtout beaucoup de catégories, de silos. Donc là, il y avait un peu du sens à siloter un peu les choses. Donc en gros, ça veut dire quoi? Quand Google arrive sur notre site, il voyait, enfin pardon, t'arrivais sur une page profonde. Si tu étais dans l'univers puriculture, bah, tu voyais que Google ne voyait que les liens autour de la puriculture. Voilà. Et on lui cachait un petit Ok. peu les autres liens du menu. Chez Ouais. ManoMano, c'est différent. On reste sur une thématique qui est assez commune, généralement. On s'est un peu éloigné depuis. On commence à toucher à l'électroménager, mais c'est très marginal finalement. Mais globalement, on n'a pas jugé bon de le faire. Euh, En tout cas, on a essayé. On a commencé à faire un début. On a fait des tests, mais ça n'a rien montré, honnêtement. Que ce soit en crawl, en termes d'impact sur le trafic, etc. On n'a rien vu de spécial. Donc on a Ok. commencé sur un pays à siloter sur une thématique, enfin par univers, hein, par famille.
Mais honnêtement, l'impact était quasi nul. Donc honnêtement, et je pense que ça s'y prête moins pour Mano Mano parce qu'on n'a pas un menu, un méga menu, tu vois. On a un menu Ouais. avec 12 familles, avec à l'intérieur, oui, certes, pas mal de liens, mais c'est loin de ce qu'on peut retrouver sur d'autres sites des généralistes où il y a une multitude de liens, d'univers aussi. Donc pour moi, c'était pas Ouais. forcément adapté pour nous. Là-dessus, Ouais, c'est il y a un vrai. bon exemple, c'est Amazon. Et en fait, ils font pas vraiment de l'obfuscation. En fait, simplement, dès que tu rentres dans une thématique, par exemple, tu vas dans la high-tech, tu vas avoir un menu high-tech avec juste des liens vers la high-tech. Et quand tu repars sur la page d'accueil, tu auras un menu. Ah euh, oui, mais et c'est je ce trouve qu'on que c'est fait. beaucoup plus white, enfin, c'est beaucoup plus propre que commencer à cacher des liens, Ah etc. oui, bah en fait, nous on cache pas. C'est pour ça que c'est pas tout à fait l'obfuscation qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne les rend pas côté serveur. Donc côté dans le code source de la page, quand vous faites un contrôle U sur la page, il y a certains liens que vous allez voir en front côté navigateur que vous verrez pas dans le code source. Voilà. Hmm. C'est du SSR, hein. On choisit ce qu'on veut mettre, comme je disais tout à l'heure. Mais nous, par exemple, quand tu es sur la page, tu as accès à tous les liens. Il y a pas on considère que tu as accès à tout. Enfin, côté Google. Par contre, dès que tu commences à rentrer dans un univers, on te silote un petit peu, mais on est assez restreint. On n'est pas allé trop loin là-dessus. Honnêtement, on n'est pas un exemple pour ça parce que on n'a pas trouvé l'intérêt et du coup on n'a pas poussé le truc plus loin. Ouais, c'est clair. Bah, si on voulait faire un parallèle, ce serait peut-être pareil. Enfin, j'en sais rien s'ils font pareil, mais il y aurait un peu la même logique chez un acteur thématisé. J'en sais rien, peut-être aller boulanger qui va faire que de la tech globalement. Il y a peut-être moins d'intérêt que. Enfin, je sais pas s'ils font vraiment que de la tech, mais en tout cas, un e-commerce qui ferait que de la tech. Bon, bah, entre le moniteur pour ordinateur et puis la télé écran plat, la proximité sémantique est quand même bonne, quoi. En gros. Oui, c'est pas déconnant, c'est ça. Donc ouais, ouais. Et d'ailleurs, je crois que alors je suis pas retourné sur Cdiscount, il faudrait l'étudier, mais je crois qu'ils ont encore changé là-dessus dernièrement. Ok. Et il me semble on m'a rapporté ça, mais j'ai pas vérifié, donc je pense je dis ça avec des pincettes, mais que les liens du header, hein, du méga menu ne sont plus du tout retournés. En fait, Ok. apparemment, comment dire, il se repose sur un maillage dans la page optimal pour que Google retrouve les liens, tout simplement. Ok. Donc à vérifier. Honnêtement, je dis ça, mais il faut vérifier, mais c'est ce que j'ai eu comme retour. Ok. Super intéressant. On a ensuite une question de droit qui nous dit y a-t-il une incidence sur le SEO dans la redirection vers l'application sur mobile? Ça, c'est sa première question. Ok. Non, je pense pas. Non, non, très honnêtement, non, le seul problème qu'on a eu avec ça, c'est le tracking. C'est-à-dire Hmm. comment tu arrives à suivre que les gens qui ont cliqué sur un lien organique passent sur l'appli et convertissent pour que tu sois sûr que ça soit réattribué au SEO. C'était Ouais. notre seule problématique parce que c'était techniquement un petit challenge. Mais, euh, mais honnêtement, non, sinon on n'a pas vu du tout euh, d'effet, honnêtement. Non, non. Ok. Et une deuxième question dans l'air du temps. Il nous demande si en fait vous faites du SEO multimédia comme SEO YouTube ou SEO TikTok par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout. Non pas qu'on n'y croirait pas ou qu'on le prend pas au sérieux, mais c'est faute de cerveau dans l'équipe Ah, SEO. faut des Y- Non, puis ouais, c'est. Même, je pense faut des personnes en interne qui connaissent les codes de ces plateformes-là Bien sûr. spécifiques. Donc, Ah, mais je sais c'est un pas si métier à vous avez part, quoi. regardé, on investit plus trop dans nos réseaux sociaux, hein. Honnêtement, on est un peu moins actif. Donc je pense qu'en fait, on aurait. C'est un choix. Honnêtement, on pourrait investir et s'intéresser et y aller, mais je pense que c'est très chronophage. Il y a des Ouais. codes, je pense qu'on ne maîtrise pas, comme tu disais. Moi, je suis pas expert là-dedans, donc honnêtement, j'aurais tout à apprendre. Mais si je peux faire un pont avec quelque chose d'un peu nouveau qu'on va essayer de lancer, qui sort un peu des standards qu'un e-commerce connaît, c'est aller sur Discover. Hmm. Voilà. Ok. Donc là-dessus, en fait, quand tu vois que tu as Le Parisien ou BFM qui font tu sais, ils te mettent en avant dans Discover des promos sur des produits, etc. en permanence, dont nos produits souvent, en fait, il n'y a pas tellement, enfin,
mon sens, il n'y a pas tellement de légitimité, alors qu'on pourrait, nous, y aller, quoi, directement. Hmm. Faire notre propre promotion sur le promo. Et donc, on va essayer d'y aller gentiment et sérieusement, mais donc, on prépare ça un peu. Ok, super intéressant. D'ailleurs, c'était une question que je souhaitais te poser. Si tu as une réponse rapide, c'est un peu. Je me rends pas compte de l'importance que les requêtes informationnelles vont avoir dans votre stratégie. Évidemment, ça reste, j'imagine, secondaire par rapport aux requêtes business, page catégorie, enfin listing, fiche produit, etc. Mais à quel point est-ce que vous mettez quand même le curseur là-dessus? Est-ce que vous avez toute une stratégie de blog? À quelle Ouais. fréquence, etc. Alors, on avait un blog qu'on a fermé. Alors, la stratégie de contenu sur ce type de query dont tu parles, informationnel, on avait deux supports, le blog, et on avait sur un autre CMS les pages qu'on appelle guide d'achat, comment faire, comment Oui, choisir. ok. On a le blog réalisait du trafic, mais de façon marginale. On allait chercher des queries pas forcément très intéressantes et parfois un peu éloignées de notre business, mais bon, soit. Par contre, les comment choisir, comment faire, c'est très important pour nous. Sur la France, on a 1500 guides comme ça, on appelle ça des guides. Euh, et aujourd'hui, ils captent énormément de trafic. Donc c'est à la fois important pour nous de bosser sur ces pages parce que ça ramène du trafic. Et le deuxième point, c'est que ça vient renforcer un peu le champ sémantique de ton univers, de ta catégorie. Comme je disais tout à l'heure, c'est montrer que tu es un expert, donc tu vas multiplier les questions-réponses avec comment faire, comment poncer son plan de travail, etc. Comment repeindre son plan de travail, etc. Et donc Hmm. ça, clairement, on le prend très au sérieux. Ça, la petite anecdote, c'est que c'était pas du tout un sujet, enfin, c'est pas un sujet, c'est un sujet SEO, mais c'était pas du tout dans l'équipe SEO quand je suis arrivé. Ok. C'est une équipe à part qui avait les codes SEO, mais qui gérait ça. Et au fil du temps, ça c'est avec les budgets qui sont restreints, c'est revenu côté SEO. Et donc là, on réenclenche un peu la machine pour la production, typiquement. Ok. Ok, super intéressant. En plus, j'imagine qu'après, si tu as une techno, alors soit interne, soit externe, mais qui te permet de faire du maillage interne pertinent et automatique, finalement, ça te fait des liens vers tes top catégories, Oui, bon, on le etc. fait. Tous les liens que vous voyez aujourd'hui sur les guides d'achat Mano Mano sont automatisés, à la fois dans le Hmm. texte et dans les liens bas de page, enfin les related guides. Je sais plus comment on les nomme exactement, mais tout est géré chez nous au SEO avec des algos qui tournent pour euh, aller insérer des liens dans le code directement. Enfin, pardon, dans les textes directement. Ouais, ouais. Bah, de toute manière, avec la volumétrie, le nombre de pages, il y a clairement pas le choix, hein. Moi, T'as ce pas que le je choix, fais comme surtout pour reco, le maintien, ouais. Pardon, en fait, t'as pas le choix parce que si ton lien est pété, tu vas pas aller t'amuser à modifier 500 liens bah, du lendemain. ouais, c'est ça. Parce que moi, ce que je recommande sur YouTube, comme j'ai un public, des fois des SEO qui se lancent, qui veulent lancer un petit site d'édition, bah évidemment, c'est full artisanat, c'est faites votre site de points, trouvez, enfin site de points, nom de domaine, et puis le mot-clé, le sujet général. Essayez de trouver les pages les plus sémantiquement proches, et puis obtenez un lien depuis leur contenu, en bref, sur une encre optique, quoi. Mais c'est vrai que là, si tu faisais ça pour Mano Mano, il y Non, aurait besoin de milliers c'est chaud. d'employés. Bah, on le faisait au début, hein, on le faisait à la main, c'était fait à la main mais c'est une équipe dédiée, quoi. Et donc, Ouais, ouais. c'est pas, c'est bon, c'est pas scalable. À un moment donné, Ah tu peux bah pas. non. Tu peux pas, surtout que Ouais, c'est clair. ces pages-là, tu les as aussi pour les autres pays. Donc, tu démultiplies le nombre de pages à gérer. Donc, c'est pas possible. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. mais petite astuce là-dessus, ce qui est intéressant enfin, nous, on l'automatise, mais tu sais, c'est pas trop exact. Nous, ce qu'on fait, c'est on prend le H1 de ta catégorie, on regarde dans le texte si le H1 apparaît et on met le Ouais. lien à ce moment-là. Mm. Mais pour aller un Mm. peu plus loin, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde pour la page catégorie en question, imaginons c'est barbecue, on regarde les variations sémantiques que la page a eues à travers les impressions et donc les queries associées aux impressions. Mais on prend Ok. ces queries-là, donc parfois tu as du pluriel, parfois tu as d'autres variations que tu n'aurais pas imaginées. Et on utilise, donc en gros, pour une page donnée, tu as peut-être 5-6 variations sémantiques qu'on utilise après dans le texte euh, pour, pour insérer du lien plus facilement. Et ça, ces datas-là de query liées à une page, c'est lié au moteur interne ou à la GSC C'est plutôt GSC. data ici? C'est G. GSC. Tu prends l'API GSC, tu récupères à l'URL toutes les queries qui ont fait des impressions, tu les Hmm. capes pour celles qui sont au moins dans la position 1 à, je sais pas, 5, 6 pour éliminer un peu le bruit. Et généralement, tu as quand même quelque chose de qualité et donc tu as des variations sémantiques quasiment clés en main pour pouvoir les insérer après.
C'est clair. En plus, ça fait écho. Il y avait une étude qui avait été relayée, je crois, par Fabien Rakidel sur le fait que, Les bon, variations. évidemment, ouais, c'est ça, les variations d'encre optimisées internes qui étaient plutôt bonnes, qui avaient un bon impact. Alors, honnêtement, on l'a fait. On a eu pensé pas facile à mesurer l'impact, hein. On n'a Ouais, pas ouais, vu, j'imagine. on n'a pas vu Ah, on grand-chose, sait que c'est ça. honnêtement. Mais, la logique de toute façon, elle est bonne, la logique, dans le sens où c'est bête de se priver d'un lien juste parce que tu fais que de l'exact match, alors que Ouais, parfois il manque juste pas grand-chose pour que tu insères le lien. Donc ouais, c'est clair. et puis surtout, tu peux pas penser à tout. C'est-à-dire que ta page se nomme barbecue, mais peut-être que les gens vont la nommer barbecue, je sais pas, j'ai pas tous les termes, mais une variation Ouais, sémantique ouais, assez proche, tu vois. Donc, euh, donc voilà. ouais, super intéressant. D'ailleurs, j'aimerais bien retrouver, alors je vais le retrouver rapidement, le nom du plugin. Je l'avais partagé dans ma newsletter, mais si vous voulez faire du maillage interne automatique comme ça à petite échelle, moi j'avais un plugin sur WordPress. Ça s'appelle Internal Link Juicer, où justement vous définissez pour une page de destination toutes les encres de liens qui, si elles apparaissent une fois sur une page, en fait, ça va créer justement un lien sur l'encre. Et donc vous pouvez définir en l'occurrence plusieurs encres pour la même page. Donc typiquement ma page agence SEO, je sais plus ce que j'ai mis, mais il y a évidemment agence SEO, agence référencement naturel, peut-être classement agence SEO, meilleure agence SEO, enfin bref tous les mots-clés que j'avais identifiés qui doivent être ciblés via une seule et même page, quoi. Et ça marche plutôt bien. Et pour éviter que ça devienne une usine, on peut aussi limiter. On peut dire, bah, si j'ai une page qui mentionne 4 fois agence SEO dans son corps de texte, je veux pas 4 liens internes, j'en veux qu'un seul en fait par page. Donc et puis c'est gratuit. Enfin là en tout cas moi je suis sur la version gratuite. Je sais pas à quel moment ça passe payant s'il y a pas une limite, mais pour l'instant moi ça roule. Donc ça peut être pour les C'est personnes qui cool. sont pas techos ou quoi. C'est cool comme tips parce que le maillage interne artisanal, ça prend vraiment du temps. Et c'est un peu chiant parce que, comme tu dis, Pierre, c'est des 404 qui peuvent être générés à droite à gauche, etc. Donc, Ouais, c'est ça. Et après, je crois même qu'il y a Yarp qui est pas mal. Alors là, je l'ai pas testé, mais je sais qu'il y a beaucoup de sites WordPress qui l'utilisent. C'est Yet Another Related Post Plugin. Et en fait, ça, c'est plutôt un truc un peu en mode, j'ai l'impression, quasiment intelligent, qui, en fait, en dessous tes blogs, te propose direct d'autres articles de blog, d'autres pages au sujet similaire. Donc là, on a encore plus une notion de peut-être encore plus pertinence, d'analyse de pertinence, de relation entre les pages. Je l'ai pas testé personnellement, mais je sais que j'en entends beaucoup parler, donc si ça en intéresse certains, vous avez 2 plugins là, 2 idées qui peuvent peut-être vous intéresser. Euh, Top. Bah, on avait une dernière question, sinon de Lionel, @Lionel Miraton sur Twitter, qui nous demandait justement, alors tu en as un petit peu parlé, mais comment le SEO travaille avec plutôt la partie product management chez Mano Mano. Ouais, bah, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, honnêtement. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que dans des boîtes comme chez nous, si tu ne travailles pas bien avec le produit, t'arrives pas à grand-chose. En tout cas, tu peux faire des trucs de ton côté, mais tu seras jamais dans un tout, et tu t'arriveras pas à faire bouger les lignes. Donc comment on travaille? C'est simple, c'est des rituels. Alors en plus, d'autant plus qu'on est tous, enfin quasiment tous, je vais dire work at home, c'est le nom chez nous pour télétravail, mais on Ok, est en d'accord. télétravail, donc tu as besoin de mettre en place des rituels avec les équipes produits pour les sensibiliser, les former. Souvent, on passe toujours par ça. Quand des équipes sont un peu nouvelles, qu'elles changent, etc., on les forme. Et les rituels, c'est quoi? C'est se voir, par exemple, c'est tout bête, hein, mais une fois par mois pour faire une backlog review de on en est où sur le backlog. On leur explique aussi les choses. En fait, ce qu'on sous-pèse en tant que SEO, parce que nous, on arrive toujours un peu avec nos gros sabots, je veux ça, et je t'explique pas tellement pourquoi, de façon caricaturale, mais en réalité, ils ont besoin de savoir, de comprendre le sens qu'il y a derrière, et les devs aussi, surtout. Parce qu'en fait, les devs, c'est un peu le bout de la chaîne, c'est eux qui vont faire les choses, mais ils ont Ouais. vraiment une appétence à comprendre pourquoi ils le font, et ça permet de le faire encore mieux d'ailleurs, ce qu'on leur demande. Donc c'est génial. L'autre chose aussi, c'est ne pas arriver avec sa casquette SEO. Je crois que je l'ai dit à une conférence à Orléans pour le SEO by Night.
Si tu arrives avec ta casquette SEO, c'est quasiment mort. Enfin, tu vas pas l'intéresser. En fait, tu vas arriver, tu vas dire, il me faut un bloc de lien là, il me faut une zone de texte en haut de page. Je vais te dire, mais ouais, mais ça va dégrader l'expérience, ça m'intéresse pas. Et justement, nous, on a réussi à changer ça, avoir une relation différente. Euh, Parce on s'est équipé d'outils pour mesurer que l'impact en fait, on parle de la même chose. Tu vois, l'expérience client, nous aussi, on veut l'améliorer parce qu'on sait que ça a un impact chez nous. On le sait parce qu'on Mm. avait vu que plus t'engages tes utilisateurs en termes de CTR par exemple, ne serait-ce que ça, plus tes pages se positionnent haut dans Google. Donc c'était clairement quelque chose c'était devenu quelque chose d'ancré dans l'esprit des gens chez Malmano. Donc partant de là, en fait, ils t'écoutent, ils savent que ça a une importance, tu vois. Euh, et surtout, en fait, c'est se mettre d'accord. La clé de voûte là-dedans, c'est se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un input KPI. Ça veut dire quoi? C'est chez Mano, on parle beaucoup de input KPI et output KPI. Pour faire clair, l'output KPI, c'est ton trafic, ta visibilité SEO. Tu prends ce que tu veux en metrics, mais c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas la main, enfin, tu n'agis pas directement dessus. On Ouais. est d'accord. C'est quelque chose que ça vient ou ça vient pas, mais t'agis pas dessus directement, c'est très rare. Par contre, un input KPI, c'est un KPI intermédiaire qui va donner une indication de est-ce que tu vas dans le bon sens ou pas. Exemple, le taux de crawl de tes pages. Exemple, le Ouais. taux d'indexation de tes pages. Et donc, ou là, tout bêtement, hein, ça peut être des trucs très bêtes, c'est dire le taux de couverture de nos catégories avec du contenu en bas de page ou en haut de page. Peu importe. Mais c'est un KPI où on se met d'accord sur c'est mesurable. Derrière, on sait que l'output KPI, c'est pas forcément toujours, c'est mesurable, mais tu l'influences pas directement. Et donc, on s'en rattache. Et c'est ce qui manque au SEO souvent, c'est qu'on regarde que la finalité. Il y a quand même des Ouais. KPI intermédiaires qui sont très importants et pour lesquels bah, ça rassure en face de toi parce que c'est quelque chose que tu peux mesurer, tu peux discuter et que tu peux décortiquer alors que la visibilité ou le trafic, ça monte, ça descend. Parfois, tu sais pas expliquer vraiment en SEO. C'est pas comme le paid où tu peux l'expliquer assez clairement. Là, tu peux pas en SEO, pas toujours. Et donc, Ouais. c'est un peu cette relation de, on sort un peu sa casquette SEO, on explique les choses, on essaie de trouver un point commun avec le business. Donc, ça va être nous, généralement, ça va être l'engagement utilisateur sur les pages. C'est clair, on a un point commun, ils veulent ça aussi, côté product. Eh bien, tant mieux parce que c'est ce qu'on veut et donc on va trouver toutes les propositions qu'on fait, on prend ce prisme-là. On dit pas, tu vois, par exemple, si on dit, en ce moment, on veut un bloc de liens haut de page sur des catégories, euh, si tu dis tu veux ça parce que tu sais que le PageRank est meilleur parce que les liens sont en haut de page, etc., etc., en fait, le gars, il va te regarder, il va dire, non, mais, Ah oui. je Qu'est-ce comprends un qu'il me peu le raconte? SEO, mais ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est, ok, et après, et en fait, non, tu viens en disant, faisons un AB, on a une intuition, tu viens avec une hypothèse, on pense que quand tu es sur la page perceuse, si on ne propose pas des liens, ce qu'on appelle des quick access vers des valeurs de filtre, donc perceuse plus marque, Makita, Ryobi, etc. En fait, on n'anticipe pas le besoin de l'utilisateur et c'est dommage parce qu'il peut partir. Alors que Mm. là, il pourrait avoir accès tout de suite à ces liens-là et accéder aux pages adéquates. Et donc, et tu dis, ben, en fait, c'est pour améliorer la conversion à la fin. C'est pour aider l'utilisateur à naviguer dans notre catalogue et accéder aux produits. Ouais. Et finalement, si tu prends ce prisme-là, bah, très honnêtement, le product va t'écouter et vous allez avoir un point commun sur un KPI commun qui va être le CTR, CVR ou que sais-je. Mais il faut vraiment sortir sa casquette SEO, toujours l'avoir un petit peu pas loin parce que en arrière-plan on a nos intérêts, mais il faut Mm. trouver un terrain d'entente et parler le même langage. C'est surtout ça. Mm. Sinon c'est très difficile. Et après, tu peux voir ça comme étant un peu de la politique pour pouvoir travailler avec des gens qui n'ont pas le même art skill que toi, etc. Mais en réalité, quand tu reprends la base de Google, tu te dis, bah, en fait, c'est le product. Enfin, c'est l'UX avant le. Et finalement, Ouais. je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que quand tu penses aussi utilisateur avant de penser SEO, au final, c'est toujours des bonnes Ah oui. recos, parce que. Bien sûr, mais en fait, on est un peu schizophrène là-dessus parce que tout le monde est d'accord pour dire il faut penser utilisateur, mais on est tellement accro, enfin pas accro, mais je veux dire c'est pas le bon terme, mais on est tellement omnibulé par nos optimisations SEO qu'en fait on va parler que de ça. Et c'est un peu le biais qu'on va avoir, c'est qu'on va arriver avec ces idées-là, alors qu'en fait il faut leur parler différemment. Et effectivement, tu as raison. Et je sais plus d'ailleurs qui l'a dit, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'avais entendu un bout d'une vidéo de Laurent Bourrelli qui disait que la nouvelle boss de la search c'était quelqu'un qui venait du produit. Ça avait Mm. changé récemment. Alors, j'ai pas le nom, etc. Il faudrait retrouver.
mais c'est quelqu'un du produit. Donc ça montre une logique aussi chez Google un peu différente. C'est pas des ingénieurs, etc. C'est quelqu'un du marketing du produit. Et donc ça rejoint ce que tu dis, c'est à la fin, c'est l'expérience du client qui va compter. C'est plutôt rassurant parce que quand tu vois des sites comme, il y en a pas beaucoup des gros sites, mais genre Fleur CBD avec l'énorme pâté de texte en dessous de la catégorie, c'est moche, personne lit, tout le monde s'en fout. Et en fait, au final, bah, peut-être que c'est juste parce que c'est tous des, comment on pourrait dire, ils sont dans l'excès en termes de guidelines SEO, mais au final, ils pourraient très bien être premiers avec des pratiques produits classiques, UX propres, sans avoir des sites avec descriptions courtes, descriptions longues, dans tous les Ouais. sens. Ouais, je connais mal cet univers et je sais que ça change d'une année à l'autre de façon radicale, j'ai l'impression, les positions, donc c'est très volatile, mais oui, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible, hein. T'as peut-être pas besoin de mettre ce gros bloc de contenu. En tout cas, enfin, chez nous, tu vois, typiquement sur ce genre de cas, pour l'anecdote, c'est soumis à des AB. Et c'est pas des AB qui sont menés par le produit, justement, je fais le lien avec le produit. Le produit, ils font des AB via cookies. Donc c'est des AB qui sont où tu regardes le comportement utilisateur, sur la conversion, sur le CTR, etc. Et donc tu peux parfois extrapoler côté SEO. Tu peux dire, bah, si ça améliore la conversion et l'expérience client, ça va aider le SEO. Mais parfois, et souvent même, on fait des tests côté SEO, ce qu'on appelle des split tests. C'est pas tout à fait des AB tests. En fait, tu as quand même deux groupes qui sont définis côté SEO. Et ensuite, ces deux groupes, il y en a un qui va bénéficier d'une modification et l'autre pas. Et ces modifications sont réelles, elles sont vues par Google, elles sont en prod. Et ça, c'est quelque chose qui est pas assez fait, je trouve, et pas assez discuté chez les SEO. C'est cette logique d'A/B test SEO qui mérite d'être tout le temps éprouvée, quoi. On appelle ça après souvent, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'après bon, c'est pas toujours très intéressant, mais tu as plein de méthodologies aujourd'hui où tu peux être autonome sur je lance mon A/B, ne serait-ce qu'avec un data studio. Alors ça a changé de nom, désolé, mais je crois que c'est Looker ou Looker, quelque chose ouais. comme ça. Ouais. Tu peux déjà te faire un dashboard avec deux groupes et suivre les évolutions des clics de tes deux groupes. Et après, si tu, par exemple, si tu ne vois pas d'écart ou de changement majeur entre les deux groupes, tu peux faire tourner ce qu'on appelle du causal impact, et qui est vachement utile pour voir un petit peu si c'est significatif ou pas, si tu as un doute à l'œil nu que ça se voit pas. Donc en fait, on est outillé, il y a tous les outils pour faire des AB, et typiquement dans ton cas, il pourrait très bien faire un AB si vous le voulez, pour dire, ben, si on enlève le contenu, est-ce que vraiment ça dégrade notre page. Bon, là, on se parle d'une page, l'intérêt d'un AB, c'est quand il y a un truc de page, mais, euh, mais voilà. Trop cool. Ok. Paul, je te laisse le mot de la fin peut-être parce que ça fait quasiment 1 heure, deux Ouais, heures, pardon. clairement. 2 heures, ouais. Désolé, je parle beaucoup. Ouais, franchement, Ben non, mais je pense que c'était c'est trop ça le mot cool. de la fin. C'est déjà un énorme merci pour ton temps. Quasiment 2 heures de podcast. Comme on l'a dit, je pense que t'es pas la personne qui a non plus le plus de temps libre de cette planète, quoi, logique. Et voilà, ça fait trop plaisir. On a appris pas mal de choses. On a mis le doigt sur des pratiques assez poussées, comme le SSR, comme le search indexing, etc., et plein d'autres problématiques. Donc ça fait très très plaisir. Merci beaucoup à toi. On espère que t'as aimé l'exercice et le podcast. Mais grave, c'est très agréable et content d'avoir pu participer à ce podcast. Franchement, merci à vous les gars, c'était super cool. Merci Trop à toi. bien. Antoine, t'en as pensé quoi de cet épisode? Bah, franchement, moi je le mettrais dans mes top, je vais pas dire premier parce que pour les autres, mais en tout cas je le mettrais dans les top 3. J'ai trouvé que c'était trop cool, énormément de valeur, beaucoup Ouais, de c'est super pistes en fait, intéressant. parce qu'il y a tellement de choses à creuser, mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et du coup, merci beaucoup Pierre Brouillard, enfin Pierre, d'être passé sur le podcast. Je pense que tu nous as fait un honneur aussi en tant que toute ton expérience et tout, que ce soit à Mano Mano, à Cdiscount, de venir sur notre petit podcast, un Paul et moi. Donc c'est super sympa de ta part. Bah non, c'est avec Clairement. plaisir. Et si je peux me permettre, mais en gros, le mot de la fin de mon côté serait ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est même ce que j'ai dit, ça me concerne moi et l'expérience que j'ai pu vivre avec le site, mes expériences. Donc il faut tout le temps tester de votre côté. Chaque, euh, chaque univers a ses propres codes. C'est vrai au SEO, SEO. Donc il faut tout le temps tester et ensuite évaluer si ça marche ou pas. Ça marche. Bah écoute, super bon mot de la fin. J'inciterai juste les internautes qui sont encore présents à aller checker tes réseaux. On mettra en description évidemment tes réseaux, donc LinkedIn, Twitter. Je pense que même les internautes qui sont pas arrivés à la fin, ceux qui sont vraiment intéressés, auront eu le réflexe de checker la description. Mais voilà, si vous voulez
follow Pierre, bah voilà, LinkedIn, Twitter. Je crois que t'es actif aussi sur LinkedIn, il me semble. Peut-être un peu plus, ouais. Honnêtement, j'ai peu le temps d'y aller. Je consulte un peu le Ouais, matin et après, je regarde plus la journée. Mais ouais, un peu plus sur pareil. LinkedIn, ouais. J'essaie de relayer. Je trouve maintenant plus sur LinkedIn des infos intéressantes côté SEO plus global que Ok, Twitter. Twitter, ça a un peu changé, on va dire. ok, ouais, c'est clair. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, tout est en description. On te remercie encore. Et puis, pour tous les internautes, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.